Personne plus que moi, messieurs, n'est pénétré de la nécessité, de l'urgente nécessité d'alléger le budget. J'ai déjà voté et continuerai de voter la plupart des réductions proposées, à l'exception de celles qui me paraîtraient tarir les sources mêmes de la vie publique, et de celles qui, à côté d'une amélioration financière douteuse, me présenteraient une faute politique certaine. C'est dans cette dernière catégorie que je range les réductions proposées par le Comité des finances sur ce que j'appellerais le budget spécial des lettres, des sciences et des arts. Que penseriez-vous, messieurs, d'un particulier qui aurait 5 000 francs de revenus, qui consacrerait tous les ans à sa culture intellectuelle, pour les sciences, les lettres et les arts, une somme bien modeste, 5 francs, et qui, dans un jour de réforme, voudrait économiser sur son intelligence 6 sous. Voilà, messieurs, la mesure exacte de l'économie proposée. Eh bien, ce que vous ne conseillez pas à un particulier, au dernier des habitants d'un pays civilisé, on ose le conseiller à la France. Je viens de vous montrer à quel point l'économie serait petite. Je vais vous montrer maintenant combien le ravage serait grand. Ce système d'économie ébranle d'un seul coup tout net cet ensemble d'institutions civilisatrices qui est, pour ainsi dire, la base du développement de la pensée française. Et quel moment choisit-on ? C'est ici, à mon sens, la faute politique grave que je vous signalais en commençant. Quel moment choisit-on pour mettre en question toutes les institutions à la fois ? Le moment où elles sont plus nécessaires que jamais. Le moment où, loin de les restreindre, il faudrait les étendre et les élargir. Quel est, en effet, j'en appelle à vos consciences, j'en appelle à vos sentiments à tous, quel est le grand péril de la situation actuelle ? L'ignorance. L'ignorance bien plus que la misère. L'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit des théoriciens dans le cerveau des multitudes. Et c'est dans un pareil moment, devant un pareil danger, qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes ces institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire l'ignorance. On pourvoit à l'éclairage des villes. On allume tous les soirs et on fait très bien des réverbères dans les carrefours, dans les places publiques. Quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire dans le monde moral et qu'il faut allumer des flambeaux dans les esprits ? Oui, messieurs, j'y insiste. Un mal moral, un mal profond nous travaille et nous tourmente. Ce mal moral, cela est étrange à dire, n'est autre chose que l'excès des tendances matérielles. Eh bien, comment combattre le développement des tendances matérielles ? Par le développement des tendances intellectuelles. Il faut ôter au corps et donner à l'âme. Quand je dis « il faut ôter au corps et donner à l'âme », ne vous méprenez pas sur mon sentiment. Vous me comprenez, tous. Je souhaite passionnément, comme chacun de vous, l'amélioration du sort matériel des classes souffrantes. C'est là, selon moi, l'excellent progrès auquel nous devons tous tendre, de tous nos vœux comme hommes et de tous nos efforts comme législateurs. Eh bien, la grande erreur de notre temps, ça a été de pencher, je dis plus, de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel. Il importe, messieurs, de remédier au mal. Il faut redresser, pour ainsi dire, l'esprit de l'homme. Il faut, et c'est la grande mission, la mission spéciale du ministère de l'Instruction publique. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai,
le désintéressé et le grand. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent la paix de l'homme avec la société. Pour arriver à ce but, messieurs, que faudrait-il faire? Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études où l'on médite, où l'on s'instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. En un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. Ce résultat, vous l'aurez quand vous voudrez, quand vous le voudrez. Vous aurez en France un magnifique mouvement intellectuel. Ce mouvement, vous l'avez déjà. Il ne s'agit pas de l'utiliser et de le diriger. Il ne s'agit que de bien cultiver le sol. L'époque où vous êtes est une époque riche et féconde. Ce ne sont pas les intelligences qui manquent. Ce ne sont pas les talents. Ce ne sont pas les grandes aptitudes. Ce qui manque, c'est l'impulsion sympathique. C'est l'encouragement enthousiaste d'un grand gouvernement. Je voterai contre toutes les réductions que je viens de vous signaler et qui amoindriraient l'éclat utile des lettres, des arts et des sciences. Je ne dirai plus qu'un mot aux honorables auteurs du rapport. Vous êtes tombés dans une méprise regrettable. Vous avez cru faire une économie d'argent. C'est une économie de gloire que vous faites. Je la repousse pour la dignité de la France. Je la repousse pour l'honneur de la République. Victor Hugo, discours prononcé devant l'Assemblée nationale en 1848. Mesdames et messieurs, Arnaud Meunier. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à la Comédie de Saint-Étienne. Alors là, c'est plus que cuche, comme on dit en pays stéphanois, et on salue aussi tous les gens qui sont malheureusement devant les écrans vidéo à l'extérieur de la salle, puisque nous ne pouvons pas accueillir tous les spectateurs venus en nombre pour cette présentation de saison. Donc merci à vous d'être aussi nombreux. Merci aussi d'avoir tenu le pari de cette très belle saison 13-14 qui s'est achevée la semaine dernière avec François Morel. Plus de 40 000 spectateurs cette saison, plus de 200 représentations ici à la Comédie et 200 représentations en tournée. Ces chiffres, la Comédie ne les avait plus connus depuis plus de 10 ans, donc merci à vous. La Comédie Saint-Étienne, c'est avant toute chose des auteurs vivants, plus de 27 auteurs vivants présents dans cette saison. Et une fois n'est pas coutume, nous avons décidé d'ouvrir avec Victor Hugo. Toute relation avec l'actualité est peut-être fortuite. Les élèves que vous venez de voir, ce sont les élèves de la promotion 26. L'école est très représentée cet été dans plusieurs festivals, notamment au Festival d'Avignon. C'est la promotion que vous venez de voir. Ils seront avec un jeune auteur grec, Manolis Tsipos, mis en scène par Michel Raskin. Ce sera au Festival d'Avignon dans la première édition d'Olivier Py. Merci à Olivier Py d'inviter l'école pour sa première édition. Vous pourrez les voir en avant-première ici à la Comédie Saint-Étienne sur entrée libre les 3 et 4 juillet. Et à Avignon, ça sera du 9 au 12 juillet. Les 25, la promotion 25, elle, c'est la promotion qui sort. Elle présente la grande histoire de François Bégodeau dans une mise en scène de leur parrain, Benoît Lambert. Et ça, ce sera ici, à la Comédie, les 5, 6 et 7 juin. Ça aussi, c'est sur entrée libre, sur réservation. Ils viennent de jouer à Théâtre en Mai à Dijon le week-end dernier. Et ensuite, ils iront au Théâtre National de la Colline à Paris du 12 au 14 juin. Voilà, et bien maintenant nous allons commencer à dérouler le futur. Le futur, c'est cette nouvelle saison 14-15. Et j'invite à me rejoindre Marie-Laure Lecourt, notre secrétaire générale, et François Béchaud, le conseiller à la programmation. Bonsoir. Alors, les règles du jeu, je pense que vous les connaissez par cœur maintenant, puisque ça fait 3 ans, c'est la 4e fois qu'on fait la même chose. Chaque artiste a 3 minutes pour vous convaincre d'une certaine manière.
Et la présentation de saison ne doit pas dépasser les 90 minutes. Au bout de 3 minutes, si l'artiste prolonge, notre camarade Michel, avec le petit voyant rouge, l'interrompra de manière définitive. Voilà. Bien, alors avant de partir en vacances, on peut bien voir les spectacles de l'école, bien sûr, mais on peut surtout aller voir nos amis des festivals des 7 collines. Voilà, François. avec un spectacle qui s'appelle TEN. TEN, c'est un spectacle sur les malentendus culturels et les aléas de l'intégration. Son concepteur, Eten Patel, est d'origine indienne. Il vit à Londres depuis de nombreuses années maintenant et il se livre avec ce spectacle à une interrogation identitaire en évoquant sa culture indienne à travers ses rites, la nourriture, les rapports familiaux, les mathématiques, les structures de composition de la musique indienne, mais aussi en évoquant quelques références nettement plus iconoclastes comme Bruce Lee ou Spider-Man. C'est donc une interrogation identitaire sans trop d'angoisse, avec une bonne dose d'humour britannique, comme savent le proposer le Festival des 7 collines dans sa programmation, qu'on est toujours heureux d'accueillir ici en ouverture de la saison. Ouverture de la saison qui se fera aussi après la pause estivale. Donc rendez-vous en octobre avec le succès de cette saison 13-14, Chapitre de la chute, nomination Molière dans la catégorie meilleur spectacle du théâtre public. Nous serons le 2 juin prochain, lundi, à Paris pour cette soirée des Molières et j'espère que vous serez derrière vos écrans pour nous encourager. Donc Arnaud, Chapitre. C'est toujours un peu bizarre de faire son autopromotion, mais donc oui, alors on peut dire effectivement que c'est un succès inattendu, un spectacle de 3h30 sur la finance avec un auteur italien inconnu et une troupe de comédiens peu connus. Il y avait peu de chances que ça fasse le succès que ça a fait, mais effectivement, bon, on est plutôt très content, évidemment. Donc on réouvre la saison avec Chapitre de la chute parce qu'ensuite nous partons en tournée. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, eh c'est l'occasion de le voir. Et ceux qui l'ont déjà vu, vous pouvez venir le revoir. Il y aura trois présentations exceptionnelles. La saga des Lehman Brothers, c'est donc l'histoire d'une famille, la famille Lehman, et des 3 premiers juifs émigrés italiens qui arrivent aux États-Unis pour ouvrir une boutique de tissus au fin fond de l'Alabama en 1848, jusqu'à la faillite de la banque d'investissement en 2008 qui a causé le début de crise dans lequel nous nous dépatouillons toujours. C'est donc 3 générations et c'est un spectacle qui est long, mais on espère et on pense qu'on ne voit pas le temps passer. Il y a une innovation cette année pour les spectacles longs, Marie-Laure ? Voilà, on programme à 19h. Donc 4 spectacles dans la saison seront programmés à 19h. Et une innovation aussi, c'est l'audiodescription. 2 spectacles de la saison seront proposés en audiodescription, dont Chapitre de la chute. Après Stefano Massini, nous découvrirons un artiste pluriel, on va dire. Si vous avez adoré Jean-Baptiste André, si vous aimez les artistes qui sont à mi-chemin entre théâtre, danse, cirque, vous adorerez Pierre Rigal. Voilà, Pierre Rigal, qui est un danseur, un chorégraphe, qui est un ancien athlète de très haut niveau. Et bien Pierre Rigal, dans cette pièce Presse, se met en boîte, littéralement. Il se met en boîte pour 1 heure d'un spectacle plein d'intelligence et de philosophie en action. Cette boîte dans laquelle il est, c'est une boîte qui par à coup se modifie mystérieusement, le presse littéralement et le contraint à s'adapter sans cesse pour assurer sa survie. Ce solo, drôle et captivant, est évidemment une réflexion sur les conditions de l'homme dans nos sociétés contemporaines. C'est un spectacle qui a aussi la particularité d'un accompagnement musical extrêmement astucieux de Neil Bordure. Je vous laisse regarder quelques secondes d'un extrait qu'on a choisi pour vous. Vous verrez qu'il s'accélère. Voilà un court extrait un peu accéléré pour
suivre toute la séquence. Ce spectacle a été créé en 2008 et il est sans arrêt en tournée dans le monde entier depuis. On est vraiment très heureux de l'accueillir. Nous accueillerons également dans cette même période le docteur Kamiski ou l'esprit du sexe. Ça, si vous avez arrivé à reconnaître, vous êtes fort, hein, parce que moi, j'y suis pas arrivé. Ce petit jingle pour vous annoncer l'événement de la saison prochaine, qui sera un feuilleton théâtral en 7 épisodes. L'écriture à 4 mains de Pauline Salle et Fabrice Melchior pour vous accompagner dans la découverte donc, de ce feuilleton qui sera programmé à partir d'octobre et jusqu'en juin. Puisque les auteurs vivants, on ne fait pas que les programmer, on ne fait pas que les accueillir, on essaye d'inventer des aventures singulières ici. Vous vous souvenez peut-être du texte de François Bégodeau qui parlait de la rivalité entre Lyon et Saint-Étienne la saison dernière. Et là, il s'agit d'un feuilleton théâtral qui s'inspire d'une série américaine et qui s'appelait à l'origine In Treatment, pour ceux qui sont très connaisseurs, avec Gabriel Byrne dans le rôle principal. Là, c'est Vincent Garanger qui va incarner ce très étrange docteur Kamiski, sexologue, qui reçoit dans son cabinet, un peu bizarre aussi, et qui va voir tout un tas de patients passer dans son cabinet et à chaque fois révéler une partie de nous. Dans le premier épisode, qui sera mis en scène par monsieur Richard Brunel, qui dirige la Comédie de Valence, il rencontrera une star de la variété confrontée à un problème de grosseur de sexe et à une difficulté d'érection. Et dans le deuxième épisode, une religieuse trop comblée par Dieu sera, elle, mise en scène par Johan Ibert, le directeur de Montluçon. Et je vous livre cette phrase de Julien Green: « Il y a bien autre chose derrière la sexualité. Le corps a une ombre, l'âme a la sienne. » Le docteur Kamiski, toute la saison, est dans un autre lieu hors les murs, parce que ça, c'était aussi un symbole qu'on voulait envoyer, Marie-Laure. Voilà, on a imaginé une nouvelle salle qui s'appelle La Passerelle, sur le quartier créatif Manufacture Plaine Achille, pour commencer à raconter la future comédie. Et cette nouvelle salle est possible grâce au soutien de l'EPAS, de Sam Outillage, d'HEF et de Vernet-Caron. Et on le disait, tu parlais des 2 metteurs en scène, les 2 premiers, c'est un projet où 6 centres dramatiques régionaux et nationaux se réunissent. Et on accueillera ensuite le premier jeune public de la saison, Marie-Laure. Oui, Hansel et Gretel, un spectacle qui sera proposé à et en partenariat avec l'Opéra Théâtre. La proposition est signée par la compagnie La Cordonnerie. Vous les connaissez puisque nous les avions accueillis il y a 3 saisons avec l'éternel fiancé du docteur Frankenstein. On garde le même concept, c'est-à-dire qu'ils proposent des ciné-spectacles. Un film muet présenté au plateau, des musiciens, des comédiens, des bruitages, et avec cette proposition, ils innovent puisque nous testerons ensemble l'odorama. Le conte des frères Grimm est presque respecté puisqu'il pousse la cruauté à inverser les âges, et ce seront les grands-parents qui seront abandonnés dans la forêt en temps de crise. À partager en famille, petits et grands, à partir de 6 ans. Un petit mot sur les spectacles jeunes publics. Vous savez que c'est la comédie en programme maintenant depuis 3 ans. Ils ont tous pour point commun, ces spectacles, d'intéresser petits et grands. Donc nous avons 2 soirées pour chaque proposition jeune public. Vous pouvez venir en famille et c'est toujours, je trouve, une belle occasion d'aller au théâtre que d'emmener ses enfants. Donc il y a 2 soirées à 19h pour chaque spectacle jeune public. On vous encourage vivement à venir avec vos enfants ou des amis d'enfants, enfin des enfants d'amis, voilà. Avec les amis d'enfance, c'est pas mal aussi. C'est bien aussi. Les amis d'enfance, ça marche aussi. On finit le mois d'octobre avec un rendez-vous régulier auquel on aime participer, qui est l'occasion de temps forts avec notre ensemble artistique qui comprend 10 comédiens. Et l'école de la comédie, ce sont des impromptus, ce sont des mises en voix, ce sont des levées de texte. Et donc, c'est la fête du livre avec lequel nous sommes partenaires du 16 au 19 octobre. Premier temps fort, ce sont aussi des temps entrée libre, des temps gratuits, j'insiste. C'est l'occasion pour vous d'emmener des amis, des voisins, de la famille à la comédie pour faire découvrir cette maison qui est la maison de tous. Et en novembre. Attention talent, Fabrice Murgia, vous vous souvenez peut-être de ce jeune metteur en scène belge qui avait fait lever la salle avec tous les jeunes présents dans cette représentation pour Le Chagrin des Ogres il y a 2 ans. Là, il nous revient avec une création. Cette création se répète ici à la Comédie à partir de la semaine prochaine et elle sera créée au Festival d'Avignon. Ça s'appelle Notre peur de naître et on va laisser Fabrice, qui est actuellement à l'étranger, nous en parler. Vidéo. Notre peur de naître, c'est un nouveau spectacle autour des nouvelles formes de solitude. C'est une thématique qui me poursuit dans mon travail depuis mon premier spectacle.
Je pense que j'arrive au bout de cette thématique, en tout cas de ce que moi j'ai à en dire, des questions que j'ai à poser autour de ça, et c'est pour ça que je voudrais poser cette question différemment aujourd'hui, notamment en posant la question avec l'individu au centre. C'est-à-dire que j'ai souvent écrit des spectacles où la machine luttait contre l'humain, où il devait parfois se battre contre elle. Aujourd'hui, j'ai envie de peut-être un petit peu inverser cette narration-là et montrer des êtres humains qui travaillent au plateau, qui modifient cette machine théâtrale. D'autre part, il y a une figure centrale dans la thématique qui est l'ikikomori. Les ikikomori, c'est un syndrome au Japon. Ce sont des jeunes gens qui s'enferment chez eux, qui se coupent totalement du monde et qui vivent en repli sur eux-mêmes, notamment parce que la société japonaise, même si ça existe ici aussi, est très exigeante envers ses membres, depuis l'école, même dans le monde du travail. Voilà, il y a une pression sociale très forte et tout à coup, il y a des gens qui n'ont pas envie de sauter dans ce TGV, qui revendiquent ça même parfois à travers un mouvement politique qui s'appelle les NEET, Not in Employment or Training, pas dans la formation ni dans l'emploi. Voilà, il y a une vraie revendication de tout à coup de ne rien faire, sans toucher des allocations de chômage bien sûr, vu que dans ces pays le chômage est presque inexistant. Et tout à coup, moi je prends ça comme figure centrale dans une première partie, et cette personne va s'ouvrir, donc va aller au contact du monde, et va essayer de reposséder son corps, c'est-à-dire ses sensations, ses sentiments, mais aussi l'espace dans lequel il vit. Et comprendre que cet être humain vit dans un nouvel espace, qui est une bulle de virtuel, de réel, comme toujours, mais ici, où il intervient en tant que quelqu'un qui envoie et qui reçoit beaucoup plus d'informations que ses prédécesseurs. Donc, quelque part, il va devoir arriver à composer un être nouveau avec ces enjeux-là et cette mutation-là. Je m'inspire aussi de Petite Poussette de Michel Serres, qui nous parle de 3 révolutions. Une révolution qui a correspondu au passage de l'oral à l'écrit. Ensuite, une révolution qui parle de l'écrit et qui arrive à l'imprimer. Et ensuite, une nouvelle révolution, une nouvelle mutation du cerveau qu'on serait en train de vivre, qui serait le passage de l'imprimé à ces nouvelles technologies, comme on les appelle. En tout cas, disons plutôt au monde numérique. Voilà. Notre peur de net, c'est tout ça. C'est un petit peu flou pour l'instant parce que je n'ai pas encore écrit le spectacle, vu que je vais seulement passer au plateau dans quelques semaines. En tout cas, on espère que ça fera un joli cocktail et que vous serez nombreux à venir le voir. Voilà, notre peur de net du 4 au 7 novembre. Nous allons maintenant accueillir notre compagnie associée, le Souffleur de Verre, Cédric Véchambre et Julien Rochat, pour nous parler des gens que j'aime et d'Aglaé au pays des malices et des merveilles, de Sabine Révillé. Alors, qui c'est qui commence? D'abord les gens que j'aime? Oui, c'est moi, bonjour. Alors, on va commencer par les gens que j'aime et par l'histoire, parce que le jeu dans les gens que j'aime, c'est celui de Paul. Paul Palermo. Voilà. Vous le connaissez parce que c'est celui qui dit toujours oui après ça va, ou celui qui lance toujours une phrase en l'air vide de sens, comme ça, qui pourtant arrive à faire fondre toutes les femmes ou tous les hommes. Il est par là-bas, quoi, Paul. C'est un gars qui est plutôt l'adepte du oui, parce que les mots qui tranchent, le non, il ne connaît pas. Il a les mots de l'élan. Voilà, pas toujours convaincu, mais toujours convaincant. Alors, il va se laisser embarquer par toutes les propositions, il va essayer de répondre à toutes les attentes, et il va démultiplier les identités, les amis virtuels ou réels, les femmes, les enfants, les filles, les fils, les baptêmes, les communions, les réunions de parents d'élèves, et tout ça à la fois, parce qu'il a plusieurs mariages en même temps, avec des femmes, des hommes, des concubins, des pacsés. Et tout cet embroglio-là, ça fait une centaine de personnes autour de lui. Ben oui, une centaine de personnes. Alors il y a des extraterrestres aussi, des hommes politiques, des amateurs SM. Il y a Mylène Farmer ou Marc Lavoine, ou Mylène Farmer qui chante Marc Lavoine, ou Marc Lavoine qui chante Mylène Farmer, on ne sait pas encore. Et un peintre qui est adepte des monochromes jaunes, parce que le jaune, c'est la joie.
Voilà, il y a une centaine de personnes qui gravitent autour de Paul et qui composent sa vie, sauf que Paul, il est débordé par tous ces visages derrière ses paupières et il ne sait plus qui il est. Alors il va dérober un peu de temps, et c'est pas grand-chose ce peu de temps, mais c'est déjà quelque chose et c'est une faille, c'est une brèche qui va s'ouvrir et qui va débuter la pièce et qui va donner ce constat. Il doit aller voir un médium pour se voir plus clair. Parce qu'on est toujours un peu extraterrestre face à soi-même. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Et vous allez le créer en comédie itinérante dans une commune de Haute-Loire? Voilà, c'est ça. Et je n'en sais pas plus, donc pour nous n'avons l'instant... pas encore le nom de la commune, voilà. mais voilà, nous la cherchons toujours. Voilà. Voilà. Nous, ce qu'on voulait avec Julien, c'est un texte qui puisse nous permettre de parler de cet homme voilà, qui navigue à tous les vents et qui nous permette de questionner évidemment nos vies d'aujourd'hui, toujours prêtes à rester un peu dans le mensonge plutôt que d'accepter l'erreur. Qui nous permettent aussi de retravailler avec Sabine, c'est important. Sabine Revilliers, c'est voilà, la suite d'un compagnonnage pour nous. Ancienne élève de l'école. Voilà, une ancienne élève de l'école que vous avez peut-être pu voir dans le rôle d'Oberon. Elle jouait Oberon dans Le Songe d'une nuit d'été qu'on avait présenté en 2012. Voilà, l'écriture de Sabine est très particulière. Elle commence par Et voilà. Elle commence. Ah, mais j'ai plus de temps parce que. Non, il va falloir se dire un mot sur Aglaé. Sur Aglaé, au pays des malices et des merveilles, le deuxième spectacle jeune public. Voilà, Aglaé, c'est l'histoire d'une petite fille qui voit le monde courbé et qui voudrait le redresser. Donc c'est l'histoire d'une enfance rare. Comme exemple, j'ai à vous de rappeler l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nojoud, qui est une petite fille yéménite qui a été mariée à 8 ans et qui a réussi à divorcer à 10 ans. Voilà, c'est une histoire qu'on a pris en exemple. C'est quand même pour les enfants. Ah, c'est pour les enfants. On rassure les parents. Oui, c'est à partir du CP. Aglaé, c'est une enfant rare, dans le sens où elle a envie de faire bouger le monde. Elle veut cogiter le monde sans cesse. C'est page 81, parce que je sens les spectateurs qui feuillettent en se disant c'est où. C'est page 81, Aglaé au pays des malices et des merveilles. Voilà, on a travaillé avec les comédiens sur quelque chose d'assez physique. Donc c'est un duo de comédiens, ils interprètent tous les personnages. Parce que ça, Cédric l'a pas dit tout à l'heure, pour interpréter les 100 personnages, vous êtes 3 comédiens dans Les gens que j'aime. Il y a un Paul, Denis Lejeune, et puis Cécile Vernet et moi-même qui faisons tous les autres personnages. Merci Cédric et Julien. Et ça y est, c'est fini. Ouais. Et on vous dit... Et juste quand même que l'idée, c'était de rencontrer l'écriture de Sabine Revilliers avec ces 2 spectacles. On passe par là. Merci à tous les deux. Voilà. Les gens que j'aime et Aglaé au pays des malices et des merveilles. Cette saison, le plein feu était consacré à Alain Françon. Ça a été une belle rencontre. Nous en reparlerons tout à l'heure. La saison prochaine, voici un artiste radical aussi, vraisemblablement un pédagogue aussi qui travaillera avec notre école, qui était l'invité d'honneur du dernier festival d'Avignon et qui peut-être sera amené à mener d'autres responsabilités prochainement, suspense, en tout cas c'est ce que le buzz raconte, comme on dit, c'est Stanislas Nordet. Stanislas Nordet, je suis particulièrement heureux et fier de l'accueillir à nouveau, puisque vous l'avez déjà vu pour Parler Village cette saison, parce que c'est un peu mon grand frère, on va dire, dans le métier, et donc le principe de plein feu, vous savez, c'est d'avoir au moins 2 propositions. Il y en aura donc 2, une dans laquelle il est acteur et une autre qui sera une création d'une pièce de Pasolini. Comme Stanislas est actuellement à Vidy-Lausanne où il joue, je l'ai interviewé rapidement à la gare de Lyon et voilà ce que ça donne avec mon téléphone portable. Bonjour à la Comédie de Saint-Étienne et aux spectateurs de la Comédie. Je suis Stanislas Nordet. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'expérience de Parler Village, Stanislas, parce que tu m'avais envoyé un petit SMS après la première, disant que tu étais très content du public stéphanois. Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement ? Parler Village, c'est un texte très exigeant, dense et en même temps, je pense, généreux. Et donc, on a toujours cette crainte, peut-être que le spectateur de théâtre soit désorienté, soit dans une écoute flottante. Et en passant à la comédie, on avait été très très frappé de l'acuité du regard, en fait, des spectateurs. Il y avait une écoute très très particulière. Ça ne veut pas dire que les autres publics en France étaient des publics dissipés, mais il y avait une qualité de texture dans l'écoute qui nous avait énormément touchés. Le plein feu de cette année et de cette saison t'est consacré. Tu vas y venir en tant que comédien dans la mise en scène de Pascal Lambert, Clôture de l'amour. Peut-être se dire quelques mots de ce spectacle-là qui a été créé à Avignon en 2011.
La Clôture de l'amour, c'est un spectacle que Pascal Rambert a écrit pour Audrey Bonnet et pour moi, c'est-à-dire qu'il a véritablement sculpté, je dirais, la parole, l'écriture, le souffle des voix, le rythme, le débit pour nos corps, pour nos voix. Donc c'est un spectacle qu'on a beaucoup de plaisir à jouer, qui est un spectacle de deux êtres qui se déchirent, mais qui est en même temps une espèce de scène de rupture tellement folle qu'elle en devient presque joyeuse, quoi. Ta création la saison prochaine, ça va être Pier Paolo Pasolini, qui est un auteur qui t'est cher. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Pasolini est une boussole artistique pour toi? J'ai commencé à travailler sur l'écriture de Pier Paolo Pasolini quand j'étais au conservatoire, c'est-à-dire pendant mes études de comédien et de metteur en scène. Très vite, le côté protéiforme de cet homme, de son écriture, qui se déploie à la fois dans le cinéma, dans la poésie, dans le théâtre, dans les écrits théoriques aussi, m'a touché parce qu'il permettait d'une certaine manière de continuer ma formation. C'est quelqu'un à l'ombre duquel on peut se former toute une vie finalement, tellement les écrits sont riches. Et j'ai très vite monté son théâtre. J'ai monté 4 pièces sur les 6 grandes pièces qui existent. J'en ai joué une autre, Orgie, et Affabulation est la seule pièce à laquelle j'ai jamais touché encore, qui est une pièce de chambre, d'une certaine manière, qui tourne autour de toutes les obsessions de Pasolini, et notamment le théâtre grec, Oedipe. C'est un Oedipe inversé, Affabulation. C'est un théâtre poétique, c'est aussi une comédie. Si vous n'avez jamais vu de Pasolini, c'est vraiment l'occasion, parce que Nordet, c'est vraiment le grand metteur en scène de Pasolini en France. Voilà, au moins. Et donc, si vous n'avez pas vu Clôture de l'amour non plus, qui tourne en France depuis 2011, c'est vraiment l'occasion de très beaux spectacles. Ensuite, donc, nous accueillerons dans un tout autre registre l'annonce faite à Marie, une des toutes premières pièces de Paul Claudel, la première à avoir été représentée, jouée en 1912. Elle est restée aujourd'hui une des plus emblématiques, une des plus populaires de Claudel. Elle est inspirée au départ par un mystère du Moyen-Âge, et elle commence comme un drame familial autour de la rivalité amoureuse de deux sœurs que tout oppose, Violaine et Marat. Je vous laisse découvrir un petit reportage de France 3 que France 3 a fait à l'occasion de la création du spectacle à Angoulême. À noter que c'est la comédie qui a construit les décors de ce spectacle. Une coproduction. Je crois comme sainte 11 000 vierges, mais moi je suis Marat Vercors qui n'aime pas l'injustice et le faire accroire. Ce qui est magnifique, c'est qu'en France, on l'a redécouvert après qu'il soit passé par un purgatoire, ce qui a dû lui faire du bien. C'est des athées communistes comme Vitesse et Sobel qui l'ont fait redécouvrir et qui l'ont sorti du purgatoire. Je ne connais pas un comédien, en tout cas personnellement, à qui je proposerais Claudel qui me dirait non. Tout le monde est chaud au niveau de la voix? Pas du tout. Bah oui. Sur scène, ils sont 5, parmi lesquels Judith Chemla. Révélée l'an passé par le film Camille redouble, la jeune comédienne n'a pas hésité une seconde en effet, avant de dire oui. L'annonce faite à Marie depuis longtemps, je la lis, je pleure, donc c'est direct oui, quoi. Je trouve qu'il y a du miracle partout dans cette pièce. Dans la façon de s'exprimer, de parler des choses de la vie, du rapport de l'homme, de la femme, du rapport sacré à l'amour. L'arbre qui fait sa fleur doit être défendu, mais l'arbre couvert de ses fruits, qu'on y aille sans se gêner avec lui. Jean-Claude Drouot a lui aussi été séduit par l'appel des mots de Claudel et la force de ses personnages. Dans cette œuvre, il y a un appel vers la lumière, vers la joie, vers cette sorte de ce mystère auquel on souhaiterait être amené sur la fin du parcours d'une vie. Et je ressens donc ce rendez-vous pour moi, et c'est plus qu'un rôle. Voilà, que vous avez pu l'entendre aussi dans 2 extraits, ce spectacle est aussi l'occasion d'une création, d'une partition musicale par Camille Rocailleux, qui donne aussi à la langue de Claudel un relief tout particulier. Et c'est la raison pour laquelle on est très très fiers de vous le proposer. Je voudrais rajouter que ce spectacle est proposé aussi pour une soirée en audio description, donc c'est indiqué sur le programme, n'hésitez pas à regarder. Et le 20...
24 novembre, nous retrouverons le festival Mode d'emploi, un festival des idées pour la 3e saison, donc proposé par la Villa Gilet. Cette saison, la thématique sera la fascination de l'impossible ou la tentation de l'aventure. À nos côtés, 3 personnes, Jacques Arnoux, historien et théologien, Sylvain Vénère, historien, et Jean-Pierre Aigneret, astronaute. Cette soirée est en entrée libre sur réservation et comme l'année passée, elle fera écho à 2 propositions de notre programmation, Apollo de Bruno Messa et La vie de Galilée dont tu vas nous parler, Arnaud. En décembre, donc, décembre. Décembre, première invitation à la Comédie de Saint-Étienne, un metteur en scène qui me tient à cœur et un immense metteur en scène, osons les superlatifs, Jean-François Sivadier qui vient pour la première fois à Saint-Étienne. En plus, avec la reprise d'un tube, osons le dire, puisque La vie de Galilée, c'est un spectacle qu'il a créé il y a plus de 10 ans. J'en avais parlé avec Jean-François et peut-être qu'un jour Jean-François sera l'occasion d'un plein feu, en lui disant ça serait assez beau, puisque tu as une troupe, de reprendre ton répertoire et de reprendre La vie de Galilée. On retrouve à l'intérieur de La vie de Galilée Nicolas Bouchot, que vous avez adoré dans La loi du marcheur il y a 2 ans. On retrouve aussi Nadia von der Heyden. C'est avant tout un théâtre de troupe, un théâtre de tréteaux. Et Brecht, cette pièce n'a pas pris une ride. Galilée face aux institutions religieuses, face au pouvoir, essayant de défendre le système, la révolution copernicienne, et étant obligé de renoncer pour échapper au bûcher. Voilà, La vie de Galilée s'est présentée du 3 au 5 décembre. Et attention, c'est un spectacle aussi qui dure plus de 3 heures, donc il sera présenté à 19h. Docteur Kaminsky ou l'esprit du sexe, épisode 3 et 4. Tout à l'heure, on a oublié de vous dire que, bien sûr, on allait en découvrir toujours un peu plus à chaque épisode sur cet étrange Kaminsky, vous dire qu'il y a Sibylle, sa femme, qui a fait des apparitions téléphoniques via le répondeur, et que sa chienne Junon est bien présente et fidèle pour chaque séance. Cette fois-ci, c'est un étrange instituteur qui poussera les portes du cabinet de notre sexologue préféré, mise en scène Guy-Pierre Coulot, directeur de la Comédie de l'Est. Et pour l'épisode 4, c'est carrément une actrice porno-culte qui viendra le solliciter pour participer à une émission de radio. Pauline Bureau se mettra à la mise en scène. Une jeune metteuse en scène aussi prometteuse, Pauline Bureau, qui met en scène cet épisode 4. Et puis ensuite, Marie-Laure, tu as eu la chance de partir en Chine récemment, découvrir l'opéra de Pékin. Alors là, on est très très loin du docteur Kaminsky pour les 3 combats de Tao Senshun, spectacle présenté en partenariat avec l'Opéra Théâtre au Grand Théâtre Massenet pour une date unique, exceptionnelle, le samedi 6 décembre à 18h. L'opéra de Pékin ne porte pas bien son nom, il ne s'agit pas d'opéra mais bien de théâtre traditionnel où se mêlent chant, musique, acrobatie. Vous voyez des très belles images puisque les costumes font partie, d'ailleurs c'est des photos qui ont été prises le soir où j'y étais, les costumes font partie vraiment des décors et sont assez merveilleux. Les récits sont tous tirés du passé historique ou du folklore, mais ce sont des textes contemporains. Cette proposition est proposée donc pour cette date exceptionnelle dans le cadre de l'année France-Chine. Ensuite, on va inviter un tout nouveau metteur en scène qui vient à Saint-Étienne pour la première fois. On est ravis d'accueillir Herdine Lardjam, qui va nous parler d'un texte Mustapha Benfodil très fort, qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière au Festival d'Avignon Off. Accueillons Herdine Lardjam pour Indigné. Bonsoir. En fait, je dirige une compagnie qui s'appelle Compagnie à la Jouette. C'est une compagnie qui est à Oran, à l'ouest de l'Algérie. Et il y a 1 an, j'ai perdu un ami, j'avais envie de parler un peu de son histoire, même si ce n'est pas une pièce autobiographique de cette personne. Parce qu'en fait, dans les pays arabes, vous avez suivi, il y a eu ces événements qu'on a appelés les révolutions, mais nous, on les appelle de l'autre côté des révoltes. En Algérie, on n'en parle pas beaucoup, il y a tous les vendredis des jeunes qui manifestent. Et j'ai été frappé par quelque chose quand on voyait les médias français, c'est qu'on nous montrait toujours comme des masses. Comme, voilà, toutes les images, c'est des masses de jeunes, alors qu'il y a des individus à l'intérieur. Et cette pièce qui s'appelle Indigné, qui est un jeu de mots inventé par ma grand-mère qui a 90 ans, c'est une pièce qui a la prétention de vous raconter tous ces événements, mais à travers l'intime, à travers la personne. C'est en Algérie et dans beaucoup de pays. En Algérie, en 2012, il y a eu 176 cas d'immolation de jeunes.
Un phénomène, on n'en parle pas du tout. Il y a eu en Tunisie qui a fait déclencher, mais ça continue toujours. Et j'ai contacté l'auteur avec qui je travaille, qui s'appelle Mustapha Ben Fodil, qui est un des plus grands auteurs francophones du Maghreb, ça je l'assume, qui est journaliste, grand reporter, et avec qui je travaille. Et je lui ai dit, voilà, j'ai vraiment envie de parler de ce phénomène qui touche un peu tous les pays arabes. Et Mustapha, il est un peu kamikaze, il a sillonné l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte à la rencontre de jeunes qui se sentent immolés, parce que contrairement à ce qu'on pense, ces jeunes survivent et finissent leur vie handicapés. Et il va sillonner, donc il va faire un travail pour écrire une pièce, parce que Mustapha, il fait un théâtre qui ressemble au théâtre un peu de l'auteur de La Chute. C'est un théâtre très documenté, mais ce n'est pas du théâtre documentaire, il a besoin de se nourrir, et il va inventer une fiction, il va inventer une histoire qui est drôle, avec beaucoup d'humour, comme savent le faire beaucoup d'Algériens. Et avec beaucoup d'humour. Et ce travail, on va prendre le choix d'aller le créer au Caire. C'est un projet, c'est une pièce qui va être créée avril dernier 2013 au Caire, et en langue française. Parce que ce qu'on oublie, c'est que tous ces événements ont été faits par un mot français, le mot dégage. Même en Égypte, la langue française a servi. Et du coup, on le crée au Caire. Et si vous allez au Caire aujourd'hui, il y a des extraits du texte qui sont tagués dans les murs sur la place Tahrir, parce que c'est un texte qui s'est beaucoup nourri aussi de choses qui se sont passées au Caire. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Tu vois, c'est merveilleux. Voilà. T'as le sens des 3 minutes. Juste pour dire qu'il y a beaucoup d'humour, voilà. Du 8 au 10 décembre, Rerdine Larjam, indigné. Après Rerdine, nous accueillons une compagnie qui va être importante avec laquelle on va cheminer, on va compagnonner pendant un certain temps, notamment parce que Pierre Maillet est le futur parrain de la toute nouvelle promotion qu'on vient de recruter la semaine dernière pour l'école, et que ça c'est la compagnie des Lucioles, une compagnie bretonne que nous aimons beaucoup, et j'appelle Martial Di Fonzobo qui lui va nous parler de La République du Bonheur de Martin Crimp, qui est peut-être le plus grand dramaturge anglais vivant actuellement dans La République du Bonheur. Martial Di Fonzobo. Salut, bonjour. Merci de nous accueillir. Voilà, on est en train de faire le spectacle. Là, tout de suite, on sort de répétition puisqu'on est à Lyon, aux Subsistances, où le décor construit par les ateliers de la comédie nous accueille aussi, puisqu'on est là. La première, c'est dans 15 jours, alors on est en plein dedans. Pour vous donner envie de voir le spectacle, si vous aimez Martin Crimp, je crois que c'est son meilleur texte, c'est son dernier texte aussi. Ça a été créé à Londres il y a 1 an ou 2, 1 an et demi, oui. Et c'est une pièce qui révolutionne son écriture, puisqu'on retrouve en fait tout son théâtre, on retrouve ses obsessions, sa musicalité. C'est un auteur extrêmement qui chérit la langue, qui travaille vraiment une langue d'une finesse, d'une profondeur et d'une légèreté rare. C'est un grand dramaturge anglais qui vient d'ailleurs aussi la semaine prochaine nous voir. Et cette pièce raconte donc, dans La République du Bonheur, c'est le titre, c'est l'idée de... Il y a 3 parties très distinctes dans la pièce. Une première qui s'appelle La destruction de la famille. La destruction de la famille, donc ça porte bien son nom. Il y a donc une famille avec 3 générations qui sont représentées. Donc mes camarades des Lucioles, Pierre Maillet et Élise Vigier, avec qui on met en scène Fred Ollier, et aussi 2 jeunes actrices qui viennent de la dernière ou l'avant-dernière promotion d'ici de la comédie, Kathleen Doll et Catel Donis, que vous connaissez peut-être, je me dis, pourquoi pas, et 2 grands acteurs, Claude Degliam et Jean-François Perrier, qui eux sont nos grands-parents, enfin nos parents maintenant, je dis, les parents de Pierre en tout cas. Et à ce repas de famille fera irruption l'oncle Bob, que je joue avec Madeleine, qui est sa copine, et vont absolument tout casser. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a détruit la famille? Là, il commence la deuxième partie de la pièce, avec 5 libertés propres à l'individu, comme on dit. Donc voilà, il n'y a plus de famille, donc il faudra se constituer seul.
c'est quoi la liberté? C'est quoi le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit être heureux? Est-ce que l'idée du bonheur qu'on trimballe n'est pas celle, finalement, que celle qu'on nous fait croire? Donc, à travers 5 libertés, dont la liberté d'écrire le scénario de ma propre vie, la deuxième liberté, qui est celle d'écarter les jambes, celle-là n'a rien de politique. La troisième, qui est la liberté de vivre mon propre trauma. La liberté de Pierre et de moi, mais on manque une. La liberté d'être bien et vivre pour toujours, en tout cas c'est la 5e. J'en ai oublié une, peut-être. Bon, venez le c'est une voir. comédie grinçante? C'est une comédie grinçante, exactement. C'est une comédie, c'est très drôle, c'est terrible en même temps. Et heureusement, nous avons aussi de la musique. Il y a des musiciens sur le plateau, donc Étienne Bonhomme et deux autres musiciens, parce que c'est une comédie musicale. Donc voilà, ça faisait longtemps avec la compagnie qu'on essayait de se mettre à chanter. Voilà. Donc il ne le dit pas, mais je vais le dire pour lui, c'est une des plus belles troupes actuellement en France, les Lucioles. Donc venez voir dans la République du Bonheur. Merci Voilà, Martial. venez. Merci. La plupart des spectacles dont on vous parle, c'est une évidence, mais je le redis, ils ne sont pas encore créés. C'est pour ça que voilà, vous voyez qu'ils sont en répétition, les gens vous disent qu'ils sont déjà en train de réfléchir sur les projets. C'est le principe même de cette maison, d'être une maison de création. Et c'est aussi pour ça que la comédie, créant et produisant des spectacles, nous avons envie de les faire vivre. Donc cette saison, nous reprenons et nous diffusons en tournée beaucoup des spectacles que nous avons déjà créés. On a parlé des chapitres de la chute, parlons maintenant de Garçon d'Elsa Humbert, que nous reprenons en décembre du 17 au 19. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Alors, ce projet est parti en fait d'un livre d'images qu'on m'avait raconté très petite et qui m'a beaucoup marquée, dont les questions ont continué à m'accompagner et du coup que j'ai voulu retranscrire, développer dans cette pièce pour les partager avec des enfants petits, puisque le spectacle est visible à partir de 6 ans, mais s'adresse aussi aux grands frères, aux grandes sœurs, aux parents. C'est un spectacle dans lequel on retrouve beaucoup d'ingrédients propres aux contes de fées. Un vilain père qui a des allures d'ogre, un petit garçon malmené par le destin qui n'est pas vraiment un petit garçon, un grand méchant loup dans une forêt profonde. Voilà. C'est un spectacle qu'on a créé en itinérance, qu'on a tourné en Haute-Loire et dans la Loire devant un public familial et aussi de scolaires. C'est une création de la Comédie de Saint-Étienne avec 3 comédiens de l'ensemble artistique, Louis Bonnet, Nathalie Mater, Stéphane Pifteau. Et ensemble, on a essayé sur le mode de la fantaisie, de l'humour, du travestissement, de s'amuser à déjouer un peu les a priori et les stéréotypes qu'on peut poser sur le sexe opposé. Voilà, donc si vous avez envie de savoir comment une petite fille arrive à tenir tête à son papa misogyne grâce à l'aide d'un grand méchant loup, voilà, c'est en décembre à la Comédie. Merci Elsa. Alors avec plus de 40 spectacles, on est à peu près sûr que vous allez avoir envie de choisir beaucoup de choses. Et comme on espère que les artistes vous donnent envie, on ne saurait que trop vous conseiller la carte 11 places. Ou alors... Oui, en décembre, votre carte sera complètement utilisée. Pour les plus gourmands, on peut aussi vous conseiller la carte saison. À partir de, pour 21 € par mois, vous pouvez voir toute la saison de la Comédie. La carte 11, c'est aussi des avantages, c'est le tarif le plus bas, c'est la possibilité, avec toutes les cartes, de choisir ses spectacles dès maintenant, en sortant à la billetterie ou sur Internet quand vous rentrerez chez vous, mais aussi en cours de saison. Vous pouvez prendre des contre-marques, ce qu'on appelle des billets blancs, et choisir ultérieurement, quand le spectacle sera créé, quand vous aurez lu de la presse ou entendu parler, vos billets. C'est la liberté absolue, vous pouvez venir en solo, en duo, voilà, profitez-en. C'est aussi simple que d'aller au cinéma, d'aller à la Comédie. Voilà, et dire aussi qu'il y a de nombreux partenariats, on en parlera tout à l'heure, avec des tarifs réduits, et des tarifs réduits maintenant dans le réseau des centres dramatiques. En janvier. Alors, en janvier donc 2015, l'année s'aborde avec un spectacle qui s'appelle 36 nuls de salon. Alors, une nulle de salon, c'est un terme d'échec pour désigner une partie qui est nulle d'emblée par accord, par consentement mutuel des deux adversaires. 36 nuls de salon, c'est un spectacle qui a été écrit par Daniel Cabanis
et qui est interprété par Olivier Saladin et Jacques Bonafé. C'est un spectacle donc, où ces deux Lascar interprètent deux frères, Mario et Mario, qui ont la cinquantaine un peu mauvaise, un peu hargneuse, et qui passent leur temps à s'affronter verbalement, faute de pouvoir le faire physiquement. Et avec à chaque fois un résultat nul, ce qui les oblige évidemment à recommencer. Alors ils s'affrontent sur les sujets les plus divers, les plus ordinaires aux plus excentriques, du genre vaut-il mieux être borgne ou unijambiste? En fait, on y entend à travers ce spectacle le fiel insidieux de ce qu'on pourrait dire les frustrés de la célébrité. C'est un spectacle qui rattache aussi par son genre littéraire à Bouvard et Pécuchet, par exemple, ou Mercier et Camillet de Samuel Beckett. On pense aussi au Dialogue et au Dialogue de Roland Dubillard. C'est un spectacle donc à l'humour féroce. Attention, ça commence 2015. Puis les classiques ne seront pas absents de la programmation, bien au contraire. Donc Molière, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de Molière à la Comédie. Un Molière en plus en alexandrin, peut-être le plus connu des Molières, enfin un des plus connus, Le Tartuffe. Le Tartuffe mis en scène par Benoît Lambert, qui avait fait la saison dernière Qu'est-ce que le théâtre, que vous aviez beaucoup aimé et que nous reprendrons d'ailleurs aussi la saison prochaine. On viendra à votre rencontre dans les comités d'entreprise, dans les associations, dans les maisons de quartier. C'est l'occasion pour moi de les saluer, toutes les maisons de quartier et les associations avec lesquelles nous travaillons. Ce Tartuffe sera interprété par Emmanuel Vérité, qui était justement le comédien de Qu'est-ce que le théâtre, et nous y retrouverons 4 comédiens tout juste sortis de notre école. Bon, Tartuffe, on ne vous le présente plus, le thème du rapport entre les classes et des générations, la figure de l'imposteur, du faux dévot. Voilà, une magnifique troupe d'acteurs, ça aussi c'est du théâtre de troupe. On y trouve aussi Martine Chambacher, que vous aviez beaucoup aimé dans Que faire, qui était venue avec son complice François Château il y a 2 ans. Une mise en scène de Benoît Lambert déjà. Aussi une mise en scène de Benoît Lambert qui dirige le théâtre Dijon-Bourgogne, et donc il sera là en janvier avec sa troupe. Puis nous accueillons une compagnie stéphanoise, les Luma. Et j'appelle Angélique Cléran pour venir nous parler de Top, ou la coupeuse de feu, sur un texte de Nasser Djemaï. Ancien élève aussi, Nasser Djemaï, nominé au Molière aussi, 3 fois. Notamment en tant que meilleur auteur. Voilà, donc moi je suis très touchée d'être là ce soir, étant aussi ancienne élève de l'école. Et en fait, je me suis rendu compte il y a peu de temps que je crois mes premiers souvenirs de théâtre étaient en fait des réunions tupperware. Et oui, parce qu'en fait, j'ai le souvenir de ma mère en tant qu'hôtesse qui accueillait, je devais avoir à peu près 4-5 ans, les premières réunions, c'était à peu près dans les années 70-80. Je me souviens de ma mère, l'hôtesse, je me souviens des amis, de la famille, des voisines, de ma grand-mère qui était là, les clientes, les publics, quoi. Et je me souviens de la présentatrice de boîte Top. Et la présentatrice était là, elle présentait ses boîtes, elle disait « Mais tu sais, ma chérie, mais cette boîte, elle peut sauver ton mariage. » Et donc, j'ai ce souvenir comme ça de moments magiques, de moments un peu extraordinaires. Et voilà, donc ensuite j'ai fait l'école de la comédie, et en sortant de l'école je me suis dit j'avais envie de faire un spectacle autour de ça, et j'ai des amis qui avec la crise sont passés par la vente à domicile, et alors moi j'avais envie de faire un spectacle sur la crise, sur les femmes et le travail, et c'est vrai que la crise on en parle, mais à hauteur de femme qui n'a pas d'expérience professionnelle ou pas de formation, comment ça se passe? Et c'est vrai que la vente à domicile ça peut être une possibilité. Et en 2011, j'ai commencé à travailler sur ce projet, et je suis allée à la rencontre de vendeuses à domicile dans la Loire, dans le Rhône, dans la Drôme, en Isère. Et j'ai d'ailleurs rencontré la 4e vendeuse de France. Et j'ai d'ailleurs failli perdre tout mon argent parce qu'elle était tellement convaincante. C'était extraordinaire. Et donc j'ai interviewé ces vendeuses avec Cécile Bournet, aussi ancienne élève de l'école, qui a travaillé avec moi sur le projet, et Hervé d'Artiguelon, le metteur en scène. Donc on avait tous ces interviews. Et j'ai demandé à Nasser Djemaï, qui lui-même s'était écrit Les Invisibles à partir d'interviews de Chibani, et je me suis dit que c'était la meilleure personne pour écrire ce projet. Et donc il s'est emparé comme ça de ces paroles, et on a aussi travaillé en collaboration avec une écriture au plateau, et il a écrit aussi à partir d'improvisation. Et Top, c'est donc le parcours d'une vendeuse à domicile, Stéphanie Bugeaud. Stéphanie Bugeaud, c'est mon 2e prénom, le nom de jeune fille de ma mère. Je n'ai pas trop le temps de vous expliquer pourquoi, mais voilà, en fait, c'est une identité un peu hybride comme ça entre ma mère et moi, et donc c'est aussi à partir de mes souvenirs d'enfance. Et donc cette Stéphanie Bugeaud, c'est l'héroïne de l'histoire, puisque
Nasser a eu l'idée d'écrire ça comme un conte. Parce que c'est vrai que les premières fois où on est rentré dans des constellations tupperwares, on a eu l'impression d'être dans un monde extraordinaire. Et avec comme ça des épreuves, plus tu fais un gros chiffre d'affaires, plus tu gagnes des cadeaux, et tu gagnes la voiture top, et tu gagnes des voyages à New York et partout dans le monde. Et donc cette vendeuse, qui n'a aucune aptitude au départ pour la vente, va au départ complètement foirer ses premières réunions, et petit à petit va gravir les échelons. Et elle a, c'est une femme ordinaire, mais presque ordinaire, parce qu'elle a un don, qui est le don de couper le feu. Et son don, elle va s'en servir pour réussir sa carrière. Vous connaîtrez la suite en allant voir. Voilà. Top pour la coupeuse de feu, et c'est en comédie itinérante dans toute la Loire et dans la Haute-Loire, et y compris dans nos murs. Merci Angélique. Attention, coup de cœur. Alors, oui, il y a beaucoup de très jeunes équipes et de jeunes metteurs en scène cette saison. En voilà un qui a à peine 26 ans tout mouillé et qui a fait la surprise du dernier festival d'Avignon. Julien Gosselin, avec sa bande de compagnons tout juste sortis de l'école du Nord, de l'école du théâtre du Nord, sur un texte extraordinaire de Michel Houellebecq qui s'appelle « Les particules élémentaires ». On dit souvent de Michel Houellebecq qu'il y a une espèce d'odeur de soufre qui l'entoure. C'est avant tout un très grand auteur et un très grand poète sur ce roman qui raconte l'itinéraire de deux frères, un qui s'intéresse à la science et l'autre qui traverse les années 70 avec toute la liberté sexuelle qu'on lui connaît. Enfin voilà. Quelques images. Cette pièce est avant tout l'histoire d'un homme. À l'époque où vécut Dzerzhinsky, on considérait le plus souvent la philosophie comme dénuée de toute importance pratique, voire d'objet. Mais attention! Le lieu n'est pas une nouvelle communauté! Il s'agit, plus modestement, de créer un lieu de vacances. C'est-à-dire un endroit où l'on peut, pendant les mois d'été, se confronter concrètement à l'application des principes proposés. L'idée, c'est aussi de provoquer des synergies et des rencontres créatrices, le tout dans un esprit humaniste et républicain. Et comme je dis souvent, il s'agit aussi de baiser un bon coup. Il y a massage et massage. On peut même dire à la limite qu'il n'y a pas deux massages identiques. Pardon. Catherine, prête-moi ton corps. Sentir les tensions de sa partenaire. Unifié. Toujours unifié. Respecter le schéma corporel de l'individu. Et voilà. Vous allez maintenant circuler dans l'espace à la recherche de votre partenaire. Circuler. Circuler! People are talking too much as they used to. There is more sexual freedom than there was a couple of years ago. There are more nightclubs, more antidepressants. A classic story anyway. Au moment où ces derniers représentants vont s'éteindre, nous estimons légitime de rendre à l'humanité ce dernier hommage. Hommage qui lui aussi finira par s'effacer et se perdre dans les sables du temps. Il est cependant nécessaire que cet hommage, au moins une fois, ait été accompli. Ce spectacle est dédié à l'homme. Les particules élémentaires. Et 2 nouveaux épisodes du
Docteur Kamiski ou l'esprit du sexe. Et Arnaud, cette fois, tu relèves le défi? Donc je ferai partie des 7 metteurs en scène qui voilà, mettront en scène un des épisodes. Donc il y a 2 épisodes qui seront répétés et créés ici à la Comédie de Saint-Étienne. L'épisode 5 dans lequel un couple gay sera confronté à un dilemme face à la question de l'adoption. Et l'épisode 6 où Yves Bonnen, qui faisait l'annonce faite à Marie tout à l'heure, lui mettra en scène la rencontre entre Kamiski et une très étrange lycéenne. Voilà, sans oublier sa chienne Junon et sa femme Sibylle qui continuera de manière intempestive à inonder son répondeur. En janvier, un autre spectacle jeune public. Peter Pan, c'est Barry pour le texte, mais c'est Christian Duchange qui fera la mise en scène. Christian Duchange, vous avez adoré il y a 2 saisons son Lettre d'amour de 0 à 10. Il a le don de travailler des textes à destination du jeune public, mais avec une lecture autant pour les grands que pour les petits. Donc là, il invite à interroger l'obscur, le merveilleux dans la jeunesse, mais aussi en chacun de nous. 4 comédiens au plateau, dont Martin Sèvres, qui sera tout juste sorti de l'école. Et donc vous pourrez retrouver... Qui jouera Peter Pan. Voilà, cette équipe et partager ce moment de poésie à partir de 8 ans, en famille. Et pour finir le mois de janvier, on va accueillir maintenant un artiste qui est un musicien, qui est un comédien, qui est un formidable conteur aussi. Je suis très heureux d'accueillir Abdel Sefsaf pour venir nous parler de Medina Merica en partenariat avec le Chambon-Feugerolles. Bonsoir Abdel. Bonsoir, je suis ému, ravi, enchanté d'être là dans cette scène que je connais bien puisque je suis moi-même aussi un ancien élève de l'école. Je voudrais donc dire à propos de ce spectacle Medina Merica, tout d'abord que c'est du théâtre et de la chanson, de la musique ou de la musique et du théâtre, c'est un peu comme vous voulez, dans le sens où je ne sais pas exactement si ça sera du théâtre musical. L'idée c'est que la musique initie le théâtre. Voilà ce que je peux dire à propos du genre. Ensuite, à propos du texte, du propos, on est parti tout simplement d'une adaptation d'une œuvre d'un poète, d'un romancier turc qui s'appelle Orhan Pamuk, pour lequel j'ai une véritable fascination, d'une œuvre qui s'appelle Mon nom est rouge, dans laquelle il raconte l'histoire d'un enlumineur du XVIe siècle qui va commettre le crime de se rapprocher d'un peu trop près de l'esprit de la Renaissance italienne, et il va tout simplement intégrer un peu la notion de perspective dans son art, et ça va causer tout simplement le fait qu'il va mourir et qu'on va ensuite suivre au XVIe siècle une enquête trépidante. Ça se dit pas. Enquête trépidante ? Trépidante, c'est trépignante, non? C'est plutôt Non, trépidante. Trépidante, ça se dit? Alors je maintiens. Et à ce titre, je souhaitais que simplement ce récit-là se fasse à travers le prisme de la société dans laquelle j'évolue, dans laquelle je me questionne. Et j'étais assez touché par ce que disait notre collègue tout à l'heure. J'ai voyagé, de par mes origines évidemment, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, en Jordanie. J'ai constaté que là-bas, il y avait une espèce de ce qu'on pourrait appeler un rêve américain, ou rêve d'Occident, une fascination et une détestation, une espèce de cruel dilemme qui n'est pas complètement résolu, qui est aussi peut-être à l'origine de ces turpitudes que l'on voit actuellement et qui nous traversent et qui imprègnent aussi notre réalité. Voilà, Medina Merica, c'est l'histoire d'un rêve américain depuis la Médina, sur fond de printemps arabe à la dérive. Voilà, merci. C'est l'occasion aussi de t'envoyer un signe d'amitié. On sait que tu traverses des difficultés pas drôles au Théâtre de Roanne actuellement, donc sache que cette maison t'est ouverte et qu'elle est aussi la tienne. Voilà. Merci beaucoup. Février, je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître des morceaux au fur et à mesure, hein. Pour gagner les places pour Kamiski. En février, on va accueillir une artiste qui vient, c'est pas pour la première fois, mais c'est la première fois sous ma direction. Je suis très heureux de demander à Pascal Henry de venir nous parler de ce qui n'a pas de nom. Donc ça tombe bien. Donc si ça n'a pas de nom, Pascal, il va falloir que tu nous expliques de quoi il retourne. Bonsoir Pascal. Bonsoir Arnaud. C'est vrai, je suis très contente de revenir. Merci donc de nous accueillir. Ce qui n'a pas de nom, c'est... écoutez, c'est parce que je pense à avoir avec l'idée qu'il y a innommable dedans, mais c'est aussi ce qu'on ne peut pas dire ou ce qui
est impossible à dire ou qui est relativement invisible ou difficile à éprouver ou à mettre en mots. Et c'est venu d'une chose simple, c'est que j'ai regardé la télé, comme vous savez, comme tout le monde, là, le soir, en faisant comme ça. Et les séries télévisuelles présentaient, comme tous les soirs, je me suis rendu compte qu'il y avait des meurtres à la télé tous les soirs, 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 tous les soirs. Et que particulièrement, très souvent, il y avait une femme, ça commençait par une femme zigouillée, et à peu près toujours dans les mêmes conditions, à peu près toujours dans les mêmes endroits. Le parking, la musique qui fait ouin, comme ça. Voilà. Et cette répétition, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça raconte au-delà que nous soyons tous les soirs assis devant du meurtre. Et donc, j'ai voulu raconter l'histoire de ce meurtre pour ouvrir le spectacle sur un crime qui serait plus grand que ce petit meurtre. Le meurtre d'une fille de supermarché qui fume des cigarettes à sa pause, voilà, et qui rêve en fumant. Et elle fume des cigarettes et en même temps, il y a quelque chose en elle qu'elle n'entend pas, qui est aussi la partie désirante d'elle, cette partie qui serait autre chose qu'une caissière, autre chose qu'une fille, qui a des produits qui défilent devant elle toute la journée. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce spectacle, qu'il fallait écrire avec tous les moyens que le théâtre offre. Oui, parce que c'est peut-être important de parler de tes interprètes. Voilà. Oui, hein. C'est-à-dire que là, j'ai invité donc Melissa von Weppi, qui est une grande artiste aérienne, et à qui je vais confier ce silence de la fille du supermarché qui rêve avec sa cigarette. Une artiste aérienne, ça veut dire des trapèzes, ça veut dire... Ça veut dire qu'elle est capable d'écrire avec son corps dans l'air, c'est-à-dire ça va être le long d'un mur, hein, parce que ça va être une allégorie autour de l'élévation, hein, c'est-à-dire au-delà de la condition là. Et elle va donc grimper, s'envoler dans cette fumée de cigarette. Et elle jouera à la fois cette caissière en bas, par terre, et son double, c'est celui qui part en même temps que la fumée. Et pour essayer de regarder ce que c'était que peut-être cette histoire des femmes aussi, ce qu'il y a dans le corps des femmes, comment on raconte, comment ce corps-objet par lequel nous passons toutes, il était aussi avec les 3 tragédiennes qui dormaient sous le parking du supermarché. Donc vous verrez aussi Cassandre, Iphigénie et Médée qui surgissent de nuit. Cassandre, Iphigénie, Médée, un beau programme, Pascal. Merci Pascal. Et voilà, un théâtre très visuel aussi. Merci Pascal. En février, toujours, nous retrouvons le parrain de la promotion 27, membre des Lucioles. Pardon, non, je dis n'importe quoi, je saute une ligne, évidemment. Avant, nous devons parler d'une autre compagnie régionale. Simon Delétang va venir nous parler d'un texte d'Eudon von Horvath, un fils de notre temps. Voilà, on accueille Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir. Je m'emballe. Oui, c'est pas grave. Alors, Eudon von Horvath, c'est un peu l'entre-deux-guerres allemande. Absolument, et c'est un roman qui va être adapté pour le théâtre. Si vous ne connaissez pas ce texte, je suis très heureux de vous le faire découvrir. C'est le dernier texte qu'il écrit avant de mourir tragiquement écrasé par une branche lors d'un orage sur les Champs-Élysées. C'est un texte qui... Alors qu'il tentait de fuir les nazis. Alors qu'il tentait de fuir les nazis et qu'il avait des très beaux projets à faire. C'est un texte qui nous met en prise avec un jeune homme chômeur qui va être séduit par une idéologie qu'on peut qualifier de nationaliste et qui va s'engager dans l'armée pour avoir tout simplement un manteau et de la soupe à manger. Il va se rendre compte au fur et à mesure que finalement rejoindre la masse, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, et qu'il va découvrir qu'on peut apprendre à penser par soi-même et qu'on peut être un individu avec un libre arbitre et une conscience. Et donc c'est un thème qui pour moi résonne assez fortement aujourd'hui. Toujours cette question de l'individu face à la société. Et c'est un texte qui est très poétique, très fort. C'est une parole que j'ai envie de vous adresser de manière assez directe dans un dispositif très simple, avec une centaine de bottes à peu près, comme celle-ci que vous voyez derrière moi. Et le pari, c'est d'arriver à faire entendre cet auteur, qui est un auteur donc, des années 30, et de le débarrasser d'une forme de décorum un peu naturaliste, un peu parfois vieillissant, pour lui donner ce caractère assez actuel et assez, je dirais, intemporel, mais en tout cas là, proprement de notre temps aussi, pour vous amener aussi à réfléchir
sur la question en fait de qu'est-ce qu'un auteur nous laisse, qu'est-ce qu'il nous donne en fait, et qu'est-ce qu'on peut en tirer selon l'époque dans laquelle on vit. Et là, c'est assez terrible puisque donc ce jeune homme devient un criminel à la suite d'une péripétie et deux péripéties que je vous épargne car il faut que vous les découvriez. Et en fait, il devient une sorte de produit de son époque, et cette époque l'amène à devenir un assassin. Et donc c'est une réflexion comme ça sur finalement ce qu'on devient, est-ce qu'on est le fruit de son époque, ou est-ce qu'on peut s'affranchir de ça. Un hasard, je pense, il y a beaucoup de productions de Don von Horvath en ce moment. Je pense que ce n'est pas complètement un hasard si cette écriture est beaucoup remontée en ce moment. C'est possible. Moi, je pense que toute relation avec des élections récentes européennes... Non, c'est totalement fortuite. Ce personnage dit à un moment donné que grâce à l'amour, on va au ciel, et grâce à la haine, on va encore plus loin. Et c'est vrai qu'on voit que la haine a de beaux jours devant elle, en tout cas la haine de l'autre. Et c'est toujours intéressant que le théâtre soit là aussi pour nous amener à élever aussi le débat et nous amener un peu d'espoir. Donc en étant confronté à comme ça des destinées assez tragiques, de reprendre espoir aussi en l'humanité et dans ce qui peut nous donner aussi des raisons d'espérer en l'autre, en nous, et voilà, et dans la vie en général. Tu vois, 3 minutes finalement, c'est assez long. C'est très long. Merci Simon. Alors on va accueillir Pierre Maillet, cette fois-ci des Lucioles, le parrain des 27, pour nous parler d'Hollywood 72. On accueille Pierre. On peut l'applaudir, oui, c'est pas interdit. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, Little Joe, ça me rappelle quelque chose. Il me semble qu'il y avait un spectacle cette saison qui s'appelait déjà Little Joe. Voilà, mais c'est pas vraiment une suite. Non, c'est pas du tout une suite. En fait, c'était la première partie. Little Joe, c'est un projet, en fait, c'est un diptyque que j'ai imaginé à partir d'une trilogie de Paul Morisset. Paul Morisset, c'est un cinéaste américain de la fin des années 60, qui était le deuxième, on va dire, le bras droit d'Andy Warhol, et qui a amené, on va dire, la fiction à l'intérieur du travail artistique. C'est-à-dire que les films avant de Warhol, c'était des expériences qui duraient 9 heures, 10 heures, enfin, c'était de très, très beaux trucs. Enfin bon, c'était plus compliqué d'aller les voir et de les apprécier. Et là, ça ne dure pas 9 heures, là. Là, non, c'était avant. Et après, Paul Morisset arrive et a cette idée plutôt très belle. En fait, c'est un peu le penchant de Cassavetes, on va dire. En fait, on ne sait pas, quand il a fait ses films, s'il avait écrit une trame et laissé les acteurs improviser et laisser les scènes se faire devant nous. C'est un montage très... je ne sais jamais comment on dit, c'est des jump cuts, voilà. Donc c'est une matière très très brute de cinéma. Et voilà, moi c'est des films qui me touchent beaucoup parce qu'il a filmé donc les gens de la Factory qui mêlaient des gens de la rue, des prostituées, des travestis, mais aussi des artistes, Jane Fonda, tout ça se mêlait de façon assez belle. Sauf que là on était côte Est cette année, on passe côte Ouest l'année prochaine. Voilà, donc pour ceux qui ont vu la première partie, New York 68, c'était 68-70, donc ça concernait même si on n'a pas vu la première films. Partie, on peut voir la deuxième partie. On peut voir la deuxième, d'autant plus que la deuxième se passe à Hollywood, et c'est une comédie libertaire, comme il dit lui-même, sur justement le milieu hollywoodien des acteurs et des artistes, chose qui n'existait pas dans la première partie. Et dis-moi, j'ai l'impression de le connaître, le jeune homme sur la photo. Et donc voilà, c'est donc Clément Siboni qui joue, parce que la figure centrale en fait des trois films, c'est un acteur qui s'appelle Joe D'Alessandro. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, mais Joe D'Alessandro est à l'érotisme ce que Brigitte Bardot est à l'érotisme féminin, on va dire. C'est un peu les deux symboles comme ça, très très voilà. Hein, quelle année? Quelle saison? Quelle saison, je ne sais pas dire. Et donc, voilà, et c'est une réécriture, si vous voulez, de Sunset Boulevard. C'est-à-dire que tous les laissés pour compte new-yorkais de la première partie, là, il en fait quelque chose de beaucoup plus, d'ailleurs, cinglant, je trouve, dans ce hit. Donc, c'est Hit qui fait en 72. Et Sunset Boulevard, pour mémoire, donc c'est une actrice qui ne peut plus travailler, une ancienne actrice du muet, qui rencontre un scénariste, un jeune scénariste, qui lui promet de faire un scénario pour elle, et puis ça finit tragiquement, etc. Et donc là, dans Hit, c'est donc ce troisième Joe, puisque Joe D'Alessandro, chez nous... Ah merde, voilà. Pardon, ils sont trois. Ben voilà, puis il faudra bien voir le spectacle. C'est pas une comédie musicale cette fois-ci. Si, mais il y a de la chanson. Il y a de la chanson, d'accord. Il est censé chanter, Clément Siboni, les Coming Soon vont faire la musique du spectacle. Et ça sera une création à la Comédie, tu vas répéter ici et créer à la Comédie. Merci voilà. Pierre pour Hollywood 72, ça sera en février.
est en mars, autre spectacle jeune public, même les chevaliers tombent dans l'oubli. Il s'agit d'un texte de Gustave Akakpo, qui est un auteur togolais. Le metteur en scène, Mathieu Roy, qui vient de Poitiers. Et ce projet franco-africain, est né en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3. L'histoire, c'est celle de Georges, une petite fille de 8 ans, qui est persuadée qu'elle est née normalement noire et pas blanche. Elle rêve d'être de la couleur de peau de son copain Mamadou. Ça interroge sur les origines, sur la culture, sur la différence. Et Mathieu Roy va relever le défi, avec ses 3 comédiens, de changer de couleur de peau au plateau. Ce spectacle est à voir en famille à partir de 8 ans. Voilà, et pour suivre ce spectacle, donc, nous vous proposons Pantagruel. Pantagruel, donc, qui est un spectacle tiré du premier livre de François Rabelais, écrit en 1532, dont le titre original était « Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes, fils du grand géant Gargantua ». Dans ce spectacle, dans ce texte, Rabelais a mis tout son talent au service du rire et de l'ouverture d'esprit. En imaginant ce personnage de Pantagruel, ce héros géant, il crée une farce qui oppose le Moyen-Âge obscurantiste à la Renaissance qui est en train de commencer à exister. Je vous propose quelques images du spectacle vidéo, 2 petits extraits. Pantagruel, étant encore au berceau, fit cas bien épouvantable. Je laisse ici à dire comment à chacun de ces repas, il humait le lait de 4600 vaches. Après que Pantagruel fut fort bien étudié en Orléans, il délibéra visiter la grande université de Paris. Ce fait, vint à Paris avec ses gens, et à son entrée, tout le monde sortit hors pour le voir. Comme vous savez que le peuple de Paris est sot par nature, par bécard et par bémol, et le regardait en grand ébahissement. Et non sans grande peur qu'il n'emporta le palais ailleurs, en quelques pays arémotis. Voilà, un spectacle mis en scène, un spectacle tout public, vraiment tout public, mis en scène par Benjamin Lazare, qui est un jeune metteur en scène tout à fait spécialiste du théâtre baroque, avec la complicité de Olivier Martin-Salvant, qui interprète le rôle titre. Qui est nommé au Molière pour ce spectacle. Voilà, comme qui est énorme dans le acteur. spectacle, vraiment. Qu'est-ce qu'on aura fait comme pub au Molière ce soir. Ouais, un artiste maintenant, au mois de mars aussi, qui porte le même patronyme mais qui n'a absolument rien à voir en termes d'univers artistique. Voici Lazare, qui va nous parler des petits contes d'amour et d'obscurité. Bonsoir. Alors, Petits contes d'amour et d'obscurité, c'est en train de s'écrire en ce moment. Là, je suis en train d'écrire l'histoire de Jérôme, d'Agnès et de Léonard. Ce sont des enfants. Et on va visiter carrément l'intérieur de leurs rêves. Et chaque enfant a des particularités et des espèces de pouvoirs magiques. Par exemple, on a le petit Léonard qui, lui, tout ce qu'il rêve, il le voit apparaître devant lui. Si d'un seul coup, il voit apparaître une voiture qui se transforme en chose qui va lui donner vachement de pouvoir et qui va lui permettre d'accéder à plein d'endroits où il n'a pas le droit d'aller d'habitude, et la voiture va exister réellement. Comme quoi, toutes les subjectivités vont pouvoir apparaître. Tout ça avec un langage qui est un langage où, pour donner des sources, je suis auteur, mais je m'inspire quand même pas mal d'autres gens qui ont écrit, un langage qui serait proche de celui de Charles Baudelaire,
Donc voilà, qui parle beaucoup des illusions comme ça. Donc Petit conte d'amour et d'obscurité, c'est sur les illusions, les rêves qu'on peut avoir et qu'est-ce qui reste après. Qu'est-ce qu'on a fantasmé de la princesse, et une fois que la princesse, elle est dans la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est plus du tout la princesse et on est dans un fait d'eau. Donc toutes les portes se mettent à claquer. Il y a Jérôme qui était notre meilleur ami, qui est devenu le patron, mais c'est un abruti, c'est un patron complètement abruti, mais il est là, il est le patron, il fait la loi, il donne les ordres. Agnès, celle qu'on attendait comme la fée miraculeuse, n'est plus du tout la fée miraculeuse. Donc toutes les illusions, comment on crée des illusions et comment celles-ci se défont, se déconstruisent. Donc ces 3 petits-enfants, donc il y a Léonard, l'autre c'est Jérôme. Alors Jérôme, lui, c'est un très très grand, c'est un enfant qui est géant, qui a des mains immenses, qui marche comme ça, qui est terrible, qui a des poils de barbe. Donc c'est un enfant, c'est quelqu'un qui a grandi, mais qui est resté vraiment dans l'enfance. Donc ils sont tous dans une école comme ça, miracle, qui s'appelle La Nichée. Parce que je profite, je t'interromps, je fais rarement ça, mais juste pour pas que ça crée de malentendu, c'est un spectacle autour de l'enfance, mais qui n'est pas un spectacle jeune public, c'est vraiment un spectacle pour adultes, hein, juste pour... Parce que comme on a un dessin d'enfant derrière toi... Vraiment un spectacle pour adultes. Super pour adultes, là je vous dis clairement, vous n'emmenez pas vos enfants à celui-là. Voilà. Non, mais vous attendez pas non plus à... Non, c'est pour adultes, mais c'est... Pour l'instant, je n'ai pas encore créé la pièce, Arnaud, donc c'est en train de s'écrire en ce moment. Donc je disais, ce Jérôme-là, lui, fantasme complètement une femme qui s'appelle Agnès, et il la voit partout. Il rentre dans le bus, il se trompe tout le temps de station de bus, donc il a l'impression que toutes les stations sont les mêmes, sont tous pareils, donc il n'arrête pas de se tromper, et il attend dans le bus comme ça, tandis que lui, Léonard, est dans le bus aussi, et il voit... le diable, il fait apparaître le diable, tandis qu'Agnès, elle arrive comme ça dans le bus. J'ai écrit la scène hier. Hein. Elle arrive comme ça elle arrive comme ça dans le bus. Elle s'assit pas du tout à côté de Jérôme. Et Jérôme, il souffre, mais c'est une horreur ce qu'il souffre. Il la voit tellement belle, tandis que Léonard attrape Jérôme par le callback, le soulève et commence à lui parler de sa voiture transformable qu'il veut absolument voler parce que le diable lui a dit que la voiture transformable donc là, il y a un était vraiment univers, marécable. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai poète. Et ça, c'est une univers histoire. très Il y a la singulier. deuxième Et là, je vais devoir le couper parce qu'il est au bout des 3 minutes. Bon, voilà. Mais voilà. Après, il y a quelqu'un et Marie. Marie. Troupe aussi, voilà. Une vraie troupe avec des comédiens assez passionnants. Il faut venir découvrir Lazare. Ce sera une création, c'est une coproduction avec la Comédie Saint-Étienne. Venez découvrir Lazare, dont on a beaucoup parlé au dernier Festival d'Avignon aussi. Voilà, bienvenue à Lazare. Dans un autre genre, voilà un artiste qui habite à 20 km de chez nous. Vous aviez vu il y a 2 saisons avec un spectacle qui s'appelait 15%. Cette fois-ci, il va nous parler des conquêtes spatiales. Bruno Messa vient nous parler d'Apollo. Bonsoir Bruno. C'est un exercice qui est compliqué, je sais. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en 3 minutes? Moi, je travaille dessus actuellement, donc je ne peux pas rentrer trop dans le détail, puisque je suis dans le détail, je suis dans les objets. Avec les acteurs, on réouvre le dossier Apollo, qui est une aventure prodigieuse, humaine, il y a 45 ans, qui a été d'amener 12 personnes à marcher sur la Lune, qui est un événement qui a reculé parce que c'est un événement tellement peu ordinaire qu'on ne peut plus le représenter correctement et on ne peut plus donc le partager émotionnellement et peut le penser. Et on est parti sur 2 choses, le voyage qu'on a pu faire et les rencontres qu'on a voulu faire avec des gens des astronautes, donc de gens Apollo 7 et Apollo 13 qu'on a rencontrés, et puis des lieux, des objets. Je pense que c'est effectivement important que tu racontes aussi la méthode de travail, parce que ton travail se situe entre le théâtre et les arts plastiques. Je me souviens des rencontres avec le public assez passionnantes, de gens notamment qui allaient aussi au musée d'art moderne. C'est une forme de théâtre assez étonnante, qui peut être déroutante, mais moi que j'invite à découvrir comme un voyage. Mais dis quelques mots effectivement aussi sur comment tu travailles avec les acteurs, parce que c'est une méthode, voilà, moi j'ai voulu que les 6 acteurs viennent avec moi, parce que je m'y étais rendu avant, mais je voulais absolument qu'ils puissent croiser leur propre mémoire personnelle avec ce qu'il y a de troublant et de questionnement sur la nature humaine que ce voyage vers l'espace. Vous êtes allé à Houston ? On est allé à Houston, on est allé à Cap Kennedy, et on a vu des choses, on a vu aussi des pierres. Ça a été assez étonnant de se faire ouvrir le hall 31, c'est-à-dire là où on conserve 384 kilos de matière qui vient de la Lune. La confrontation était très forte, guidée par un géologue, et puis on a rencontré ces objets.
Et on a pu voir dans les limites qu'on a à se représenter, dans la fascination qu'on avait avec ces 4 bouts qui nous ont été présentés, on a senti qu'on était, à travers l'idée d'échantillon, de pouvoir ramener quelque chose de 400 000 km. On était devant un rêve humain. Et moi, j'avais vraiment envie de tourner la page d'un chapitre un peu douloureux de confronter à la finance. C'était 15% il y a 2 ans, oui. Et là, c'est complètement l'envers. C'est une des plus belles périodes, on va dire, une dépense aussi somptueuse que celle de fabriquer une bombe atomique, mais au service du civil. J'arrête. Voilà, 3 minutes, Bruno. C'est un théâtre, c'est pas un théâtre textuel, mais c'est un théâtre passionnant. Il faut vivre cette aventure-là une fois dans sa vie. Si vous n'avez jamais vu un spectacle de Bruno Messa, et même plus d'une fois, n'hésitez pas à venir découvrir Apollo à la Comédie du 24 au 26 mars. Voilà, d'ailleurs, vous pourrez aussi retrouver Bruno Messa au Planétarium en septembre, puisque dans le cadre du petit festival du Grand Espace, Bruno Messa viendra parler de sa création dans une conférence avec un des scientifiques du Planétarium. C'est l'occasion aussi de citer des partenaires que vous pouvez retrouver tout au long des pages de la brochure qui nous accompagnent. Je pense à la Cinémathèque avec beaucoup de films qui sont projetés en lien avec les spectacles. Je pense au Méliès aussi, qui a une grande programmation de films en lien avec la programmation. Le Fil, 2 concerts, les Coming Soon, et puis la rue Eketanou en lien avec le spectacle de Lazare. Je pense aussi à la Rotonde de l'École des Mines, qui est aussi partenaire pour un travail qu'on imagine avec Lazare autour de son spectacle Petit conte d'amour et d'obscurité. Voilà, tout un tas de spectacles et de propositions connexes à toute la proposition, toute la programmation qu'on fait. Donc merci à tous ces partenaires d'être partenaires de la comédie de tous ces spectacles. Voici maintenant un spectacle qui a été un des gros succès du TNP cette saison. Donc si vous l'avez raté au TNP, ne pleurez plus, car il pourra faire triompher l'amour à Saint-Étienne. C'est Michel Raskin. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors moi je ne suis pas un ancien élève de la Comédie de Saint-Étienne. Il y en a eu beaucoup ici. Par contre, j'ai toujours de la joie, tu l'as dit tout à l'heure Arnaud, de revenir travailler avec cette école. Mon attachement à cette école est très fort. Il est également à cette ville qui m'apaise quand j'arrive de Lyon. Je vous précise, je ne suis pas lyonnais, mais je me sens particulièrement bien ici et je suis ravi d'y revenir. C'est pas plus facile de parler d'un spectacle qui existe déjà en vérité, parce qu'il est fait maintenant et qu'il faut le refaire aussi bien. Je prends comme une chance et un privilège de le rejouer. C'est important que les spectacles soient vus, joués le plus possible. Ils le sont de moins en moins. Donc merci à la Comédie Saint-Étienne et à Arnaud de nous permettre de le faire. C'est la pièce d'un jeune auteur français qui a écrit la pièce hier, puisqu'elle date de 1732. On est frappé du trait absolument acéré de l'écriture, du culot d'écrire un portrait. C'est pour ça que j'ai monté la pièce. C'est pas du Marivaux, hein. Je n'aime pas quand on dit du Marivaux ou du je sais pas quoi. C'est cette pièce-là que j'affectionne depuis toujours, parce que c'est un portrait extrêmement brutal d'une jeune femme. J'ai appris d'ailleurs récemment que c'est le rôle féminin classique le plus long. La jeune femme a plus de lignes que Phèdre, ça paraît incroyable, mais oui, c'est quelqu'un qui parle, qui attrape le langage et qui veut arriver à ses fins. C'est intéressant, le personnage est complexe, elle est intelligente, elle est cultivée, elle a de l'argent, elle est libre. C'est vraiment la fille des héroïnes de Shakespeare qui ont des choses à dire. Et elle est vraiment... je pense que Marivaux connaissait bien le Tartuffe dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un arrive de dehors et fait exploser un ordre familial existant et plus rien ne sera comme avant. Ce qui fait que le titre, vu avec nos yeux de spectateurs d'aujourd'hui, est parfaitement ironique, Le triomphe de l'amour. On peut en discuter. La pièce est formidablement dure, comme souvent chez Marivaux, elle est mélancolique, mais j'ai vraiment fait attention à ce que la part de comédie soit mise en valeur, d'autant que j'avais monté ces textes en Russie, à Saint-Pétersbourg. C'est un voyage extraordinaire en russe, sous le nom de Tajet Volyubvi, et les acteurs russes, qui étaient vraiment extraordinaires, m'ont poussé, je ne m'y attendais pas du tout, à une rapidité d'exécution qui va contre tous les lieux communs sur la lenteur et la nostalgie. Ils jouent très vite. Et donc la part de fantaisie ou la part de comédie est au cœur de la pièce. Et c'est aussi très original chez Marivaux, l'aspect politique des choses. Il n'y a pas de pièce politique, mais il s'agit d'une princesse héritière d'usurpateur et au stupeur, car c'est peu courant, en tout cas dans l'histoire, de quelqu'un qui voudrait rendre une couronne ou un pouvoir indu. Voilà. On retrouve Alain Libold que vous avez pu voir dans 6 personnages en quête d'auteur, là il n'y a pas très longtemps à la Comédie, là on l'aperçoit sur les photos. Et la merveilleuse Marie-Ève Guittier. Merci magnifique. Michel. Merci.
Alors, on va retrouver une autre compagnie stéphanoise, et cette fois-ci, c'est United Megaphone. Je vous demande d'accueillir Mayan Barthès pour Rouge d'Emmanuel Darlet. Bonsoir. Donc moi, je suis effectivement aussi une ancienne élève de l'école. Voilà, Rouge. Donc tu l'as dit, c'est un texte d'Emmanuel Darlet. C'est avant tout aussi une commande d'écriture que je lui ai passée il y a maintenant 1 an et demi. Voilà, à l'époque, le contexte, c'était un peu une contestation qui commençait à monter. Il y avait les indignés, il y avait Occupy Wall Street, autour de la question de l'ingérence des marchés financiers, voilà, et du monde de la finance en général. Et moi, à l'époque, je me posais cette question. Je me disais, mais pourquoi est-ce que ça ne pète pas ? Pourquoi est-ce que les gens ne descendent pas par millions dans la rue ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des bombes qui pètent ? Enfin, pourquoi ça n'explose pas, alors même qu'on vient de reconnaître la responsabilité de ces élites bancaires fortunées dans la crise, etc. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que j'ai appelé Emmanuel Darlet, que je connaissais depuis quelques années, pour lui demander d'écrire quelque chose à partir de ça, cette interrogation que j'avais. Et lui m'a parlé tout de suite d'un projet de roman qu'il avait dans un tiroir et qui était un projet autour de la lutte armée des années 70, c'est-à-dire les Brigades Rouges, Action Directe, la bande Abadère, tout ça. Voilà, il avait un projet là-dessus. Donc on a discuté pas mal, on a échangé. Et en mélangeant nos réflexions, on s'est dit que peut-être la bonne idée, ce serait d'inventer un groupe d'aujourd'hui. Voilà, ça me tenait à cœur que ça se passe maintenant. Voilà, et donc on a imaginé ce qui se passerait si, par exemple, des indignés n'avaient pas arrêté le mouvement, voilà, avaient continué, n'avaient pas abandonné, n'avaient pas lâché leur tente peut-être, ou en tout cas avaient poursuivi la lutte. Qu'est-ce qui serait passé, quoi ? Quel aurait été leur mode d'action ? Comment ils auraient agi ? Comment ils auraient continué la lutte ? Voilà. Donc un groupe peut-être qui a moins à voir avec les années 70 où c'était des jeunes gens très politisés, etc. Un groupe d'aujourd'hui peut-être un peu démuni, peut-être un peu pas des intellos, peu politisés, ou en tout cas pas énormément, ce groupe qu'on imagine, hein. Je ne dis pas tous les indignés sont comme ça. Et du coup, on s'est dit... Donc ce groupe-là, il peint en rouge des distributeurs automatiques de billets. Voilà. C'est un spectacle sur l'engagement politique, on peut le dire comme ça, Mayan. Merci, Mayan. Mayan, c'est une ancienne élève de l'école, elle aussi. Cette école, elle fait donc partie des 11 écoles supérieures en France à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de comédien. Voilà, je l'ai dit. Cette école, elle vit aussi en grande partie grâce à la taxe d'apprentissage que versent les entreprises. Vous êtes très nombreux ici à Saint-Étienne et dans la Loire et au-delà à nous verser cette taxe d'apprentissage. Elle représente plus de 20% des ressources de l'école. Donc pour ça, merci. Et surtout, n'hésitez pas, n'arrêtez pas. Voilà. En avril. Avril, voilà. Alors là, on est dans la chronologie, mais on n'est pas dans l'ordre de la brochure. C'est pour vérifier que vous suivez. On va page 74. Voilà, donc un spectacle qu'on accueille accueilli par nos partenaires de Loire-en-Seine, à savoir la Maison de la Culture de Firminy et dans la Plaine, le Théâtre du Parc d'Andrézieux-Boutéon. C'est un spectacle qui s'appelle Discours à la Nation. C'est un spectacle qui a remporté le prix du public au Festival Off d'Avignon pour le meilleur spectacle de théâtre. C'est un spectacle qui est interprété de manière incroyable par David Murgia, le petit frère de Fabrice Murgia qu'on a vu tout à l'heure en interview. Ce spectacle, donc, c'est un seul sur scène sur un texte écrit par Ascanio Celestini, qui en fait fait partie, qui est auteur, metteur en scène et acteur italien, qui est une des figures de proue du théâtre récit à l'italienne dans la lignée de Dario Fo. Ce discours à la nation est une brillante démonstration par l'absurdité du cynisme des puissances financières. On y rit énormément et David Murgia y est époustouflant de bout en bout. C'est début avril et c'est donc
Le 3 avril à Firminy, le 4 avril au Théâtre du Parc d'Andrézieux-Boutéon. J'en profite Voilà. pour les saluer s'ils sont dans la salle. Merci. Sur cette même page, ligne de faille, malheureusement, vous oubliez, ce spectacle a été annulé après que la brochure soit partie chez l'imprimeur. Donc nous aurons le plaisir de prendre le bus ensemble ultérieurement. Voilà, c'est un spectacle au Célestin, accueilli au Célestin. En avril, si vous avez détesté par les villages de Peter Handke mis en scène par Stanislas Nordet, si vous nous avez haï d'avoir programmé Les gens d'Edouard Bond mis en scène par Alain Françon, voici une bonne occasion de vous réconcilier avec Peter Handke mis en scène par Alain Françon, et ça s'appelle Toujours la tempête. Voilà. Bon, il y a eu une très belle rencontre avec Alain qui n'était pas revenu à Saint-Étienne, sa ville natale, depuis plus de 20 ans. C'était trop beau pour ne pas continuer l'aventure et de ne pas continuer à l'aider, à le coproduire pour Toujours la tempête. Peter Handke, c'est comme un écrivain majeur autrichien, donc il y est toujours une question des écrivains face à l'Autriche. C'est quand même un rare pays, l'Autriche, un pays où je connais peu de pays où il y a autant d'écrivains qui détestent à ce point-là leur propre pays. Voilà, c'est l'histoire d'un peuple, c'est des ancêtres, c'est des fantômes, mais c'est aussi l'histoire de la résistance contre les nazis. Voilà, je vois un fil rouge qui se dessine. On n'avait peut-être pas pensé aussi clairement quand on a fait la programmation, mais effectivement, voilà. Toujours la tempête, donc c'est toujours pas créé. Ça sera au Théâtre National de l'Odéon à Paris. Vous l'aurez à Saint-Étienne en primeur, si j'ose dire, puisque c'est une coproduction. Et là aussi, c'est un spectacle qui dure plus de 3 heures, donc attention, c'est à 19h. Avec une distribution assez exceptionnelle, oui, c'est vrai, relisons-le. Laurent Stocker de la Comédie Française, Dominique Valadier, Nadia Strandkar, Vladimir Yordanov, qui était le mari de Catherine Fro dans Un air de famille, pour si vous voyez à peu près à qui il ressemble. Voilà. Stanislas Stanic, enfin vraiment Voilà. une distribution exceptionnelle. Aussi un très beau travail de troupe et voilà, de retrouver Alain Françon. Une autre troupe qu'on adore ici, puisque c'est notre compagnie associée Tirpalanap, cette année, elles se sont intéressées à nos adolescents. La saison prochaine, elles reviennent pour s'intéresser aux têtes blondes. Et j'invite Marion Guerrero. Tu peux crier, tu peux cracher, tu peux vomir, tu ne sauras jamais. Bonsoir. Alors, depuis quelque temps, à la compagnie, j'ai des pompes pour les 3 minutes, je suis désolée. Depuis quelque temps, à la compagnie, on a ressenti le besoin et l'envie de récolter des témoignages, des impressions, de partager les recherches et de nous laisser surprendre. C'est comme ça qu'est né le projet Rendez-vous de l'infraordinaire à l'extraordinaire, que sans doute certains d'entre vous ont vu à l'usine et qui a été construit à partir de rendez-vous donnés par Arnaud et son équipe dans la ville de Saint-Étienne. Partout où on a fait ce projet, on a vraiment eu l'impression de vivre une expérience unique, de mettre le ludique au centre de la création, et on a ressenti une complicité avec le public comme rarement. Et du coup, quand on a eu envie de monter un spectacle pour enfants, on s'est dit qu'on avait envie de le monter avec les enfants, ou du moins de le créer, de le construire avec les enfants. Alors donc le processus de création qui est quasi aussi important que la finalité est le suivant. À la rentrée, nous enverrons à 6 classes de CE2 des 6 villes partenaires, enfin des théâtres partenaires du projet, ce qu'on a appelé un grand cahier d'imaginaire, c'est-à-dire un cahier avec des questions auxquelles les enfants pourront répondre de différentes manières, que ce soit dessins, vidéos, photos, textes, que sais-je. On fera ensuite des ateliers dans ces 6 classes. Ces ateliers donneront lieu à un film documentaire que vous pourrez voir avant ou après le spectacle. Et avec cette matière, Marion Aubert écrira un texte, et avec cette matière et avec ce texte, je mettrai en scène le spectacle. J'espère que vous suivez. Voilà, on proposera des questions métaphysiques d'ordre général aux enfants. Alors des questions, par exemple, j'en ai imaginé quelques-unes. Qu'est-ce que c'est devenir adulte ? Qu'est-ce que c'est être un enfant ? Est-ce que les enfants sont des petits adultes ou les adultes des grands enfants ? Est-ce que les enfants et les adultes n'ont rien à voir ? C'est quoi le quotidien ? Qu'est-ce qui te fait rêver ? Et puis, on a eu envie d'orienter ces questions autour des mécanismes de l'exclusion. Je ne sais pas pourquoi, comme ça, une idée. Et donc, par exemple, ces questions pourraient être « Est-ce que tu as parfois envie qu'on t'oublie ? Est-ce que tu voudrais parfois disparaître dans les autres pour qu'on te laisse tranquille ? Est-ce que tu voudrais parfois te fondre en quelqu'un parce que tu le trouves meilleur que toi ? Est-ce que tu te sens plus fort quand tu te moques de quelqu'un avec d'autres ?
Voilà. Ce sera Et l'occasion d'un beau travail avec les écoles aussi de Beaubrun-Tarentaise, parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait qu'on allait jouer à Manufacture Pleine Achille, mais c'est aussi important d'envoyer un message à nos voisins, à nos amis, de dire que même si la comédie déménage, bien entendu, nous continuons à travailler avec le quartier Beaubrun-Tarentaise. On ne travaille pas en fonction du nombre de mètres qui nous séparent avec les maisons de quartier, mais bel et bien avec l'importance des projets artistiques. Donc ça sera notamment l'occasion de travailler. T'es en train de me bouffer mes 3 minutes, tout je te à signale. fait. Voilà, donc Voilà. on fera ça par le biais d'une fable avec l'imaginaire, le rire et la poésie, bien sûr. Voilà. C'est une belle conclusion. Mais en mai, une actrice rare sur les scènes, une belle actrice, Sandrine Bonner, qui interprétera un texte qu'on avait mis en lecture pendant la dernière fête du livre, comme quoi ça peut de temps en temps devenir des projets, des véritables spectacles ou des productions. Samira Sedira, l'auteur des planches, dans une mise en scène de Richard Brunel, et on va vous montrer des images de répétition qui parlent du spectacle. C'est donc l'histoire d'une femme, d'une comédienne, qui ne peut plus travailler parce qu'il n'y a plus de projet et qu'elle arrive en fin de droit. Dans la boîte aux lettres, il y a ce courrier des acédiques. Fin de droit. Femme sérieuse, cherche heure de ménage. Oh, par ici vous trouverez à coup sûr. Ils en cherchent tous les jours des dames comme vous. Je pense que ça peut arriver à chacun d'entre nous un jour dans sa vie d'être mis sur le côté, abandonné, isolé. Ça sort enfin, ça jaillit de moi. Ça déborde. Je me gifle, je m'arrache les cheveux, je m'effondre en larmes. Vaincu, j'éteins l'aspirateur. C'est le silence, un silence de merde. La force de ce texte, c'est de se dire, voilà, il y a quelqu'un pour qui la vie, elle ne lui sourit plus. Et quand la vie ne sourit plus à quelqu'un, de voir le regard des autres sur ça. Je ne suis rien, puisque je suis traitée comme telle. Ceux qui nous emploient commencent par oublier qu'on doit venir. Et puis un jour, on devient totalement transparente. Ce quotidien de femme de ménage va ouvrir en elle quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas, c'est-à-dire l'histoire d'abord de ses parents et ensuite par extension de toute l'immigration algérienne des années 60. Marseille devant nous. Nos mères semblaient déroutées, sans point de repère. Le temps d'une traversée, elles étaient devenues des étrangères. L'odeur des planches, c'est en mai du 11 au 13. Et avant-dernier spectacle de la saison, La Mégère apprivoisée de Shakespeare, dans une mise en scène de Mélanie Leray. C'est une comédie grivoise que Shakespeare a écrite ici, très peu montée en France. Et nous aurons... Elle a été interprétée au cinéma par Elizabeth Taylor et Richard Burton. Pour ceux qui ont vu. Il sera question de théâtre dans le théâtre, d'amour, de mariage, de patriarcat, de pouvoir. 9 comédiens au plateau pour interpréter cette joyeuse comédie. Shakespeare avait déjà décidé de transposer de l'Angleterre à l'Italie, et là, Mélanie Leray a décidé de replacer cette histoire dans les années 60-70, dans un univers de cinéma de série B. Philippe Torreton sera un des comédiens de cette aventure. Il avait envie d'être avec nous ce soir, malheureusement. Il joue au Théâtre National de l'Odéon Cyrano de Bergerac, que nous avons déjà présenté il y a 2 ans. Et donc, il a fait, comme on disent les jeunes, un selfie. Pour voilà. vous. Avant, j'avais un grand nez. Mais ça, c'était avant. Avant la mégère apprivoisée. 19 mai, 22 mai, à la Comédie de Saint-Étienne. Je pense que... Ouais, j'espère que j'aurai changé physiquement. J'ai rendez-vous avec le chirurgien pour le nez. Je pense que les cheveux ont repoussé un peu. Voilà, je fais ce que je peux, je suis désolé, mais c'est pas facile. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. À bientôt.
Nous aussi, on est très contents de te retrouver, Philippe, très contents de ce spectacle à la Comédie. Ce spectacle sera présenté ici à la Comédie en partenariat avec l'Opéra Théâtre. Dernier épisode de Dr Kaminsky. Et oui, que va-t-il se passer? Vous le découvrirez puisqu'on vous offre l'épisode 7 pour tous ceux qui auront suivi l'aventure. Donc je rappelle qu'un épisode, c'est 40 minutes. Une soirée, c'est 2 épisodes de 40 minutes. Et l'épisode 7, donc ce sera une soirée de 40 minutes à partager avec nous. Donc vous avez 2 possibilités, soit vous faites 3 soirées dans la saison et une 4e, vous voyez le 7e épisode, soit vous voyez tout d'un seul coup lors d'une intégrale. Voilà, ça ce sera le samedi 6 juin à 16h et de 16h à 23h. Nous passerons comme... oui. Et rassurez-vous, au Festival d'Avignon, il y a un spectacle qui dure 18 heures, mais nous ne l'avons pas programmé, mais malgré l'intérêt tout à fait pertinent qu'il représente. Mais ça sera aussi l'occasion d'un 2e temps fort avec la Comédie, puisqu'il y a eu la fête du livre à l'automne, il y aura la fête de la Comédie au mois de juin, 3 jours, pendant lesquels l'ensemble artistique, l'école feront à nouveau des impromptus, des surprises, des mises en espace. Et ça sera aussi l'occasion de montrer, donner une visibilité à tout le travail que nous menons avec toutes les équipes et tous les artistes auprès des associations, auprès des maisons de quartier. L'occasion pour moi de saluer par exemple l'espace Boris Vian qui mène un travail formidable avec la compagnie associée The Party, qui est actuellement en train de mener un travail avec la maison d'arrêt. Voilà, tout ce travail souterrain invisible que nous menons à longueur d'année, nous lui donnerons une visibilité pendant ce week-end, parce que ça sera aussi les 30 ans des options théâtre la saison prochaine. Ces options théâtre qui ont été créées ici dans la Loire, et ça sera l'occasion pour nous sûrement de faire un temps fort autour de tout cela. Fête de la Comédie du 5 au 7 juin. Alors vous rêvez de débattre, de vous engueuler, d'avoir une opinion sur le théâtre moderne, sur le théâtre classique, qui il faut pas dans la programmation, vous pouvez rejoindre le Conseil culturel. Nos amis du Conseil culturel qui se réunissent régulièrement et ils seront présents pendant les abonnements, vous pourrez les rencontrer à ce moment-là. Il y a cette année une création, Marie-Laure. Voilà, pour débattre, vous êtes jeune étudiant, vous voulez échanger sur le théâtre, Julien De Villers, Relations publiques, créera un club Y. C'est l'occasion aussi de dire que tout ce que nous venons de vous présenter ne serait pas possible sans le soutien de nos tutelles, le ministère de la Culture et de la Communication, la ville de Saint-Étienne, le Conseil général de la Loire et le Conseil régional Rhône-Alpes. Nous les remercions parce qu'on sait qu'en ces temps de disette budgétaire, c'est compliqué et donc nous les remercions de leur soutien. Nous remercions aussi les entreprises et les partenaires médias qui sont les partenaires de la Comédie. Un mot aussi pour dire que nous sommes solidaires du mouvement des intermittents, que nous demandons aux partenaires sociaux de bien vouloir étudier ce que les travaux du comité de suivi qui réunit des parlementaires de gauche comme de droite. Ce travail a été fait depuis plus de 10 ans. Les partenaires ne l'ont pas étudié. C'est ce qui cause la colère actuellement des intermittents du spectacle. L'ensemble de la Comédie de Saint-Étienne est évidemment solidaire de leur mouvement. L'ensemble de cette... Vous pouvez... La campagne de communication cette année a été réalisée par Cédric Rouliat et c'est la comédienne Caroline Oriot que vous retrouvez dans tous les visuels de saison. Nous les remercions d'avoir su conserver l'esprit joyeux et décalé que nous souhaitons toujours donner à cette maison, que nous voulons joyeuse. Et c'est le moment pour moi, comme tous les ans, d'appeler l'ensemble de l'équipe de la Comédie de Saint-Étienne, l'ensemble de l'équipe permanente et intermittente à me rejoindre, sans qui tous ces spectacles n'auraient pas lieu. La maison, c'est plus de 40 permanents et presque une 50aine d'intermittents qui travaillent pour nous. Donc je demande de leur faire un triomphe. Comédiens, techniciens, administratifs, entrez dans la lumière. Et l'ensemble des artistes de la programmation, vous pouvez nous rejoindre sur le plateau pour cette future saison 14-15. Tout au long de cette soirée, Michel n'est autre que Mathieu Desbordes. On vous retrouve dans le hall pour boire un verre. Merci à tous et bonne saison 14-15.